Mais on est en direct. Bah bien sûr. Bah attends, mais moi je suis en mode, il reste encore 1 minute 58, je t'en Mais prie. non, c'est 1h58 d'émission là. J'adore les montres, mais j'arrive pas à lire les horloges. C'est parfait. Bonjour, merci de nous rejoindre. Je suis pas habituée à ce setup encore, c'est cette caméra, hein, n'est-ce pas? Bon, je porte encore le masque parce que je ramène des petites dingueries de la crèche de mon fils. Tout va bien. À ma droite, il est beau, il est là. À deux roues, c'est Ken. Comment il va? Ça va, je sais pas si je suis beau, mais je viens. Tout va bien aussi, Marie. Ravi de vous retrouver dans cette émission. Comment? Bah non, des chaussettes incroyables, dessous, les chaussettes. Les chaussettes, c'est des chaussettes Street Fighter, il n'y a rien qui va, tu vois, c'est Blanca de Street Fighter. Et oui. C'est très, Et j'ai des chaussures Mario, bon, bref, c'est pas grave. Je suis un peu déçu, Ken, il te manque un accessoire. C'est-à-dire un vélo. Bah, hier soir, t'as quand même fait 2 heures d'émission avec un poireau devant la bouche. C'est vrai. Ça me manque déjà. C'est vrai, la propagande végétarienne est en marche. À ma gauche, elle a des chaussures incroyables. C'est la première chose que j'ai remarqué en arrivant sur ce plateau. j'avoue. Alison qui remarque son retour dans l'émission. Comment ça va? Bah écoute, ça va très bien. Moi, j'ai pas d'aussi belles chaussettes que Ken et de toute façon, on ne les voit pas. Merci pour le compliment. Mais voilà, je suis très contente de vous retrouver. J'ai plein de belles choses à vous dire. Ça faisait un bail et du coup, ouais, tu nous as préparé une Un beau bonne dossier, chronique bien fat. On reviendra sur cette émission où on aura plusieurs intervenants et puis on a Max Hildan également avec nous. Comment il va celui-là? Il va bien. On va parler aujourd'hui des vieux. Oh, Des vieux sur la route. Il faut. oh non, c'est sujet terrible. débat. Sujet débat. Sujet débat. Sujet débat. Ah, toi, t'es en mode, Il faut, n'oubliez c'est pas bien. vos vieux. Ne Ouais, les d'accord. oublions pas. Mais sur la route, je suis pas sûre. Ah non, sur ouais. la route. Ah d'accord, très bien. On aura un petit débat. N'hésitez pas à participer, même dans le chat. J'imagine que vous aurez beaucoup de choses à dire. Alors, on est toujours sponsorisé par Opco Mobilité. Donc, dans ce cadre de cette sponsor, on recevra une représentante d'Opco Mobilité qui viendra nous raconter avec une vidéo qui a été faite par notre cher Junpei qui nous rejoindra également et qui viendront nous raconter tout ça. Nous parlerons des formations et des métiers liés à la mobilité. Et en toute fin d'émission, nous recevrons Cyprien qui est taxi-moto en Île-de-France et qui est un ancien pistard aussi, mécano. Il a plein d'anecdotes. Et je pense que Alison et Max, franchement, il a eu 1000 vies, il est très sympa, vous verrez. Il est un petit peu stressé, mais on va le mettre bien. Oui. J'ai envie de vous dire, on peut démarrer directement cette émission. Alors j'ai 2-3 news. Beaucoup de contenu, du coup. Il y a pas mal de contenu, on va aller très rapidement. Petit jingle, on va parler de F1. Bon, est-ce que vous avez suivi un peu l'actualité de la Formule 1 ce week-end et de tout Ah, que c'était un foutoir. C'était incroyable le Grand Prix de Jeddah. Incroyable. C'était le fameux circuit qui a lieu en prison, Ouais, c'est-à-dire dans des cages. c'est ça. Des grilles à droite, à gauche. Franchement, c'était assez incroyable. Un record, beaucoup de rebondissements, comme vous l'indiquiez. Le Grand Prix d'Arabie Saoudite a rassemblé en moyenne 1,27 million de téléspectateurs dimanche, donc sur Canal+, selon Médiamétrie. Sur Canal? Sur Canal. En France? C'est incroyable. Un pic à 1,52 million au moment de l'arrivée a même été constaté. Je trouve que le chiffre était quand Attends, même mais c'était en clair. incroyable. Ouais, mais quand même. En clair? C'était en clair? C'était pas en clair? Je sais pas, je pose la question. Si, c'est... moi j'ai Canal, donc Non, je c'est peux pas te dire si c'est pas en Est-ce qu'il y clair. a, C'est pas en clair. Je paie il y a pour la combien de F1. millions d'abonnés à Canal? Oh là, alors ça. Bonne question. Hey. Comme moi je paie Canal, je peux pas vous dire ça. Bon, bref, en tout cas, ça a bien marché, quoi. Ça a plutôt bien marché. En même temps, les enjeux sont assez ouf. Pour rappel, le précédent Grand Prix du Qatar avait réuni 1,24 million de téléspectateurs. Et dimanche prochain, c'est l'épilogue de cette saison incroyable. Je le rappelle que Verstappen et Lewis Hamilton vont enfin... En découdre. Ils en découvrent déjà, quoi. Mais c'est surtout que, ça y est, on saura enfin qui est champion. Ce sera à 14h ce week-end. Et surtout, ils sont à égalité de points. Je t'avais mis un petit tweet dans le tableau. Ça peut pas être plus serré que ça. Ah bah là Est-ce clairement. qu'on sait Alors oui, on sait, donc je vous pose la question parce que moi je ne sais pas. Le dernier circuit, est-ce que c'est un circuit qui est particulièrement intéressant où il va y avoir du fight, ou est-ce que c'est un truc à la Monaco où en fait une fois que t'es parti il se passe plus rien? Non, il peut y avoir du sang. Mais Je sais pas, c'est quoi la dernière piste? C'est quoi? Sur quoi ils sont? Ce sera Abu Dhabi. Abu Dhabi, d'accord, ouais. ok. Ce sera Abu Parce que c'est Dhabi large. On reste au et- Moyen-Orient. Ah ouais, Abu Dhabi. Non, Abu Dhabi, c'est un beau circuit, très beau D'accord. circuit. Mais c'est surtout qu'on espère que ça se terminera pas en accident, puisque si accident il y a, ce sera quand même Verstappen qui sera titré.
Donc voilà, on espère une belle Attends, course. tu veux dire que si les deux ont un accident et terminent pas la course, C'est quand même c'est Verstappen. Verstappen Parce qui gagne. qu'il a gagné Ouais. plus de prix. Exactement, exactement. Il est à 9 contre 7. Ou... Logique. Enfin, voilà, quelque chose Oui, comme ça. Bon, après, il faudrait qu'il y ait les deux et un accident. Oui, alors c'est pas ce qu'on souhaite. Oh, oui, Ah, mais j'allais dire, non, mais vous connaissez Ça fait beaucoup. vous savez très bien ce qui va se passer. Vous avez déjà vécu ça à l'époque de Schumacher. Qu'est-ce qui se passe quand c'est très 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 serré? Celui qui est devant, qui n'a rien à perdre si jamais on se crash, entraîne l'autre dans un crash. Et puis il se tape dessus 10 minutes, ça finit en procès, mais il est champion du monde. Ouais. Et Verstappen à ce sujet a déclaré: je suis deuxième aujourd'hui, donc au Grand Prix de Jeddah. C'est toujours mieux que rien. Le championnat va maintenant se jouer lors de la dernière course. Ce sera tout ou rien. Bon, ben voilà, les temps sont dit. Hein. On va aller voir les commissaires. Il y a des choses que j'ai pas comprises. Par exemple, pourquoi Lewis n'est pas passé quand j'ai ralenti pour lui rendre sa position? Pourquoi m'est-il rentré dedans quand on m'a demandé de le laisser passer? J'ai pourtant ralenti. Bon, il y a quand même un peu d'amertume. Ah oui, de ouf. Voilà, honnêtement, je suis pas content. Ce qui s'est passé aujourd'hui n'est pas croyable. Ce sport n'est désormais plus qu'une question de pénalité et plus de course pure. Pour moi, ce n'est plus de la F1. Gros coup de gueule. Ok. Ah ouais. Leur gars était catastrophique. Alors, maintenant qu'il a dit ça, du coup, ça l'empêche un peu de faire des dingueries au dernier Grand Prix. Parce que du coup, là, il parle de ce sport n'est plus ce qu'il était. Tu sais, ça parle un peu d'honneur, quoi. Et au final, du coup, au dernier Grand Prix, être champion du monde parce que tu as provoqué un accident, c'est un peu de la merde, quand même. Donc, Oui, mais après, au-delà de provoquer un accident, tu peux aussi prendre des risques et faire du spectacle tout en restant courtoisie. Je sais pas trop si tu peux être courtois. Dans le Tu respect. roules à ces formules-là, mais dans le respect en tout cas. Voilà. Je pense que c'est parfois ce qui manque dans les sports mécaniques. Là, la tension, elle est à son comble. Et quand il dit c'est tout ou rien ce week-end, bon, on verra. Et je pense que les records vont être incroyables. C'est pas très courtois entre les deux, de toute façon, de base. Ouais. Il y a beaucoup d'ego dans tout ça. Et ce sera diffusé du coup sur Canal. Et sur F1 TV. À 14h, ouais, dimanche. On continue avec un petit peu de défunt. Alpine va tester Oscar Piastri lors des essais jeune pilote à Abu Dhabi. Du coup, voilà, ce sera un peu son premier jour en tant que pilote réserviste. Il aura du coup ce rôle d'aider et assister Fernando Alonso et Esteban Ocon en tant que pilote réserviste. Donc c'est plutôt cool. Il est membre de l'Alpine Academy. Il est également leader du championnat en Formule 2. Il avait d'ailleurs remporté le dernier Grand Prix en Arabie Saoudite, un Grand Prix qui malheureusement avait été marqué par l'accident de Théo Pourchaire. Donc, écoute, c'est un retour assez incroyable pour cette saison à venir. Alpine qui est 5e au classement des conducteurs. Ouais. Il faut se le rappeler. Ouais, mais c'est bien, c'est la suite logique, l'escalade de F2 en F1. On est un bien. nom à retenir. C'est un nom à retenir. Et enfin, c'est l'image du jour. Alors, je ne sais pas si... le PSA freeze, mais c'est pas grave, je vais vous raconter quand même l'histoire de Tamara Klink qui a seulement 24 ans, a traversé l'Atlantique en solo sur un bateau. Allez. Acheter le prix d'un vélo. Je savais que c'était un peu pour toi quand même. Acheter le prix d'un vélo. C'est quoi que le prix d'un vélo? Ouais, voilà. Ça veut rien dire. T'as des vélos 50 balles en occasion. Voilà, c'est ça. C'est un vélo Décathlon, quoi. Alors, c'est 17 jours de traversée entre le Cap-Vert et Recife au Brésil. Tamara Klink, donc 24 ans, qui a bouclé sa première transat en solitaire à bord d'un vieux bateau de moins de 8 mètres acheté pour le prix d'un vélo en Norvège. Alors, est-ce qu'on a le prix exact? Je vais peut-être vous le retrouver, mais en tout cas... c'est assez chiche et l'aventure est quand même... Ça a dû lui coûter entre 1000 et 2000 euros sur tout ça, à mon avis, qui doivent dire. Et moi, ce qui surtout m'a beaucoup plu, c'est que déjà, tu pouvais suivre son aventure sur Instagram, notamment. Il y a plus de 100 000 personnes qui ont assisté à son arrivée. Pour elle, c'était un véritable rêve de pouvoir accomplir ça. Ses parents lui racontaient ses voyages, leur racontaient leurs voyages, etc. en Antarctique, notamment, où il racontait tous ces blocs de glace qui pouvaient soulever des bateaux comme des tempêtes soulèvent des humains. Donc elle raconte un petit peu toute son épopée, être née au Brésil, à Sao Paulo, partir en France où elle rêve de navigation, et puis finalement terminer cette transat en solo avec finalement assez peu de moyens. Elle dit d'ailleurs sur les plateaux télé et dans les médias qu'elle ne conseillerait pas de faire comme elle. Non, c'est plutôt dangereux. C'est plutôt dangereux parce que, elle n'avait pas une grosse armée technique derrière elle. Tout son voyage lui aura coûté, à votre avis, combien à la louche?
Il faut quand même. C'était combien de temps? 17 jours. 17 jours, ouais, il faut les vivre, il faut quand même la préparation. Le bateau. De toute façon, c'est un bateau à voile, donc il n'y a pas d'essence qui est pris en charge. Mais par contre, il lui faut quand même minimum l'équipement, GPS, balises, etc. Est-ce qu'elle a fait ça en mode, elle voulait prouver que justement, vous avez besoin de pas trop de moyens? Parce que vu le bateau avec lequel elle est partie, je me dis qu'elle a dû vivre avec un minimum par jour. Est-ce qu'on inclut la préparation ou pas? Oui, je pense. Je pense que ça inclut toute la traversée. Plus le bateau. Après, si elle s'est nourrie que de cup noodle, ça peut aller vite. Hein. Comme une dague, j'allais dire moins de 10 000. Mais... moins de 10 000. Avec le prix du bateau, il y a 7 000 euros. Eh bien, écoutez, ça a coûté entre 10 et 12 000 euros. Ah, quand même. Oh, on est pas mal, hein. Vous avez été plutôt bon. Donc c'est le prix d'un vélo, excusez-moi. C'est un bon vélo. 12 000 km. Un beau bébé. Un beau vélo. Vous en rapporterez peut-être des vélos de la 12 000 tu vas finir par l'acheter. J'aurais peur de les toucher, je crois. Et du coup, elle a déclaré les rêves sont surtout dangereux car on ne peut pas les détruire. Et j'avais envie de vous laisser avec cette citation. Elle est incroyable. Croyez en vos rêves, mais ne faites pas une transat en solo si vous n'êtes pas préparé. Non plus. Voilà, c'est tout pour mes news. Et on va passer. T'as une petite news d'ailleurs, Max. Un petit débat que tu voulais lancer rapidement. Exactement. On peut en parler tout de suite puisque je suis tombé sur cette actu il y a pas très longtemps et je me suis dit, on en parle. Tout le monde a un avis sur ça. Avez-vous déjà eu des anecdotes d'accidents ou de presque accidents, ou en tout cas de dangers que vous avez vus parce que une personne âgée sur la route était, je sais pas, un peu lente, un peu dangereuse, regardait pas bien ou... Alors qu'elle n'a pas les réflexes. C'est trop frais pour moi, puisque la semaine dernière, mes grands-parents ont eu un gros accident de voiture, justement, 80 ans tous les deux, à bord de leur 2008. Tout va bien ? Tout va bien. Bon, ils ont 80 ans, donc évidemment, le choc leur fait mal encore aujourd'hui. Mais voilà, priorité à droite grillée, de leur part. Très probablement dû à un manque d'attention, manque de visibilité. Et à leur âge, c'est très clairement lié à leur âge. Donc voilà, la voiture est détruite. Merci Peugeot de faire des bonnes voitures. Ils n'ont quasiment rien. Mais voilà, ils ont quand même le choc. Et le pire dans tout ça, c'est qu'ils veulent racheter une 2008. Donc ça me fume. Mais non, mais ouais, heureusement, ils n'ont rien. Mais ça aurait pu très très mal finir. Et leur faire comprendre qui sont arrivés à un âge où ça devient vraiment compliqué de rouler, surtout par visibilité réduite, parce que la nuit tombe tôt en hiver, c'est compliqué. Mais c'est leur dernier lien autonome. Ouais, c'est dur. Ils ont grandi sur les routes avec des camping-cars et tout ça. Ils ont dû rendre leur camping-car il n'y a pas longtemps parce que ça devenait dangereux pour eux de rouler en camping-car et de faire des gros trajets en camping-car. Là maintenant, c'est l'accident de voiture et le temps passe et les années passent. Et en plus, on n'a pas vraiment l'impression de profiter de nos années, surtout quand on est des personnes âgées en ce moment avec la situation qu'on vit. Ils peuvent ressortir là en plus, donc c'est sûr que des choses, des activités, ils vont voir la famille, il y a les fêtes qui approchent. C'est ça, mais ça reste. Enfin, ils ont vraiment l'impression d'être un peu emprisonnés dans leur propre corps actuellement, tu vois, à leur âge. Donc c'est assez difficile. Alors il y a des gens dans le chat qui réagissent, alors déjà qui disent Dieu merci, non rien. Vivement les voitures autonomes pour les personnes âgées. Ouais, complètement. Il faudrait au moins un test d'aptitude, un test médical. Vous êtes d'accord avec ça ? Moi c'est un débat que j'ai déjà eu et on disait oui, c'était un débat très sévère où certaines personnes disaient non mais les vieux ils ne devraient pas avoir le droit de conduire. C'est absolument faux, c'est horrible de dire ça. Il y a des jeunes qui savent moins bien conduire et qui font n'importe quoi sur la route. Je pense qu'il faut un test. Le problème, c'est que ces gens, comme tu disais, c'est le seul lien qu'ils ont avec la liberté. Voilà, si tu leur enlèves ça, déjà qu'on a tendance à de moins en moins s'occuper de nos aînés. Si en plus tu leur laisses aucun moyen de locomotion. Je suis d'accord. Mais là, ce qui serait intéressant, ce serait déjà de faire des tests d'aptitude parce qu'on parle de la nuit qui tombe, mais effectivement, il y a la vue, il ne faut pas se mentir, il y a la maladie aussi, Alzheimer.
d'Alzheimer, etc. On ne s'en rend pas forcément compte. Moi, c'était le cas de mon grand-père qui continue à prendre la route alors qu'il avait un début d'Alzheimer, mais faut-il le comprendre, il se perdait tout le temps. C'est compliqué. Vous pouvez ne plus se souvenir où il se rendait. Et dans ces cas-là, tu vois, par exemple, on met des navettes gratuites pour des jeunes qui veulent partir en boîte, picoler, etc. Pourquoi on ne ferait pas plus un petit peu pour ces personnes, seniors, un peu plus de sorties où on parle beaucoup du Blablacar, mais le Blablacar, c'est des plateformes pas forcément accessibles aux personnes qui n'ont pas Internet ou qui ne savent pas s'en servir. Totalement. Faire tout ce qui est un peu des associations, je ne sais pas, peut-être que ça existe, mais j'en ai pas entendu parler. Il y a des associations avec des gens qui emmèneraient des personnes seniors ou autres en voiture pour les permettre de continuer à avoir cette vie tout en leur enlevant le permis, en tout cas l'accès à la voiture, s'ils ne sont plus en capacité de la prendre. Après, trouver des alternatives. Ouais. Ça reste difficile chez certaines personnes âgées de leur faire accepter qu'ils ont besoin d'aide et besoin des autres. Ils ont tout fait. Enfin, franchement, quand tu as des personnes qui ont 80 ans, ils ont vécu quasiment 70 ans en full autonomie, tu vois, et ils se sont débrouillés quasiment tout seuls toute leur vie. On leur explique qu'à 80 ans, avec toute la technologie, la modernité qu'on a autour, qu'ils ne peuvent plus prendre la voiture. Je comprends que ce soit difficile à digérer, mais en même temps, oui, objectivement parlant, mes grands-parents représentent un danger sur la route à l'heure actuelle. C'est une évidence. Mais je les comprends à quel point ça peut être dur de renoncer à ça, ou même de se faire une raison à leurs âges. Puis on n'est pas encore à cet âge-là, mais moi je me dis, mais plus tard, si on me dit non, tu ne peux plus conduire. Déjà, le jour où il va falloir m'enlever la moto, je vais peut-être une petite vieille, c'est sur ma moto, je ne pourrai plus ouvrir les doigts. Laisse-moi faire des roues arrière. Laisse-moi faire des wheelings. Mais peut-être que tu vois, nous tous, on aura aussi du mal à l'accepter, d'autant plus qu'on vit encore. Est-ce que j'aurai le permis quand j'atteindrai cet âge-là? Eh ben, je te le souhaite. C'est la question que je pose pas pour moi. Marie va obtenir son permis. Bravo. On va vous le reprendre par contre. Parce que... Tu connais le votre âge de Let's Go. Là où on va, on n'aura plus besoin de permis. C'est vrai. Ne me donne pas encore plus d'excuses pour ne pas le passer. Avec les permis, là, d'ici 10-15 ans, ça n'aura plus trop d'utilité. Alors pourquoi je vous parle de ça? On a tous des anecdotes, effectivement, de moments où tu te dis, attends, lui, il conduit comme un sac, tu le doubles, tu fais, je parie que c'est un vieux, tu le doubles, oui, c'est un vieux, super. Bon, évidemment, les généralités, et puis des fois, tu es surpris, c'est pas du tout un vieux, ça arrive aussi. Si tu dis c'est une nana, fais gaffe, je suis à côté de toi. Tu noteras que j'ai fait attention. Ouais. Mais ça m'est arrivé aussi. Je vais pas vous mytho. Bref, toujours est-il que selon une étude d'OpinionWay, pour Décra publiée cette semaine, 79% des Français sont favorables à une évaluation de la conduite des 65 ans et plus sur un parcours routier. 65 ans, ça me semble tellement jeune. Eh ben ouais, mais voilà, pourquoi cet âge-là, pourquoi un autre? Toujours est-il que j'imagine qu'ils ont fait plusieurs sondages. C'est à partir d'accidents peut-être. Oui, c'est ça. Peut-être que c'est à partir de là que l'accidentalité est plus forte. 75% des gens sont favorables à un contrôle médical. En gros, si tu ne passes pas ce contrôle médical, tu ne peux plus conduire. Et 59% approuvent l'idée que le permis de conduire soit accordé pour une durée déterminée et renouvelable. Non, ça c'est horrible. Le nombre de gens qui financièrement sans permis. Ça c'est du. Et c'est surtout que les mecs qui répondent à ça pensent pas, je crois. Oui. Ils disent c'est vrai que lui là, il devrait plus avoir son permis, il devrait le repasser. Et puis toi quand tu vas devoir le repasser, tu vas voir comment tu vas avoir le seum, gros. Donc bref, réfléchis à ça. C'est déjà tellement dur d'avoir son permis alors que c'est de plus en plus facile entre guillemets de rouler. C'est tout ça, c'est très paradoxal tout ça. Mais après, l'objectif c'est 0 mort sur les routes. Par contre, rien n'empêche que tu refasses une fois tous les 10 ans, je sais pas, une formation. On parle pas d'avoir quelque chose parce que à niveau. Par exemple, c'est vrai qu'il y a des panneaux qui changent tout le temps, tu vois. Et il y a beaucoup de personnes. Alors après, ça dépend des endroits où t'es, mais qui connaissent pas forcément certains panneaux ou autres. Bon, et encore. Faudrait voir. Mais en tout cas, le repasser, non. Déjà financièrement, le temps... Ce qui est surprenant, c'est que parmi les personnes qui sont ciblées par ce sondage, en fait, la question est accueillie plutôt positivement. C'est-à-dire que 69% des seniors acceptent l'idée d'une évaluation de leur conduite. 58% disent oui à une visite médicale obligatoire. Par contre, 72% refuse l'idée de disposer d'un permis de conduire à durée déterminée à partir d'un certain âge. Donc voilà, en gros, repasser le permis, relou, prendre soin de sa santé, ok, et si vraiment il y a un besoin, ils peuvent comprendre. Par contre, en gros, ce qui ressort de cette étude, c'est de montrer qu'en fait, ils sont tout à fait d'accord à ce que justement, on les prenne un peu par la main pour leur dire, tiens, viens, ça fait 20 ans que tu n'as pas fait de formation,
il y a tel panneau qui a changé. Tiens, petite vérif. Celui-là, il sert à quoi? Celui-là, il sert à quoi? Ok, tac, tac. Voilà, un petit bilan. Ouais. Tes forces, c'est ça. Tes faiblesses, c'est ça. Tiens, lis ce chapitre dans tel bouquin et comme ça, tu seras un peu à jour. Et puis, voilà, quand tu es à la retraite, tu as le temps de lire un bouquin de... Mais il y a quelqu'un dans le chat qui dit chauffeur poids lourd. Chauffeur poids lourd tous les 5 ans, formation du niveau de Pour les code de la route professionnels, oui. et visite médicale obligatoire. Pour les professionnels, c'est en Après, effet ils conduisent obligatoire. 8 heures par jour, les mecs. Oui. J'espère. Obligatoire, C'est effectivement. leur Puis c'est un métier. poids lourd, en Et plus. puis on l'a vu hier, la semaine dernière en interview, il y a aussi un gros contrôle sur les points de leur permis avec une répercussion en cas de faute, même si c'est pas le véhicule et c'est le véhicule de la société qui conduisent. Donc oui, évidemment, hein, c'est le moyen de travail, donc il y a un gros regard là-dessus. C'est grave si des professionnels sont impliqués dans des accidents avec des particuliers. Alors, si contrôle de santé, il y a, évidemment, ça commence par la vue, hein, parce que là, il y a énormément de défauts visuels qui ne sont pas corrigés. Il y a 20% de personnes qui conduisent alors qu'ils devraient porter des lunettes. Soit parce qu'ils ont une correction, mais ils ne la mettent pas, soit parce qu'ils ne se rendent pas compte qu'ils n'y voient rien, en fait. Enfin, rien, c'est un grand mot, mais déjà, ne serait-ce que voir un peu flou. Tu vois, moi, par exemple, je peux tout à fait vivre sans lunettes. Ah ouais? Je peux vraiment vivre sans lunettes, il n'y a aucun souci, je te vois bien, je peux lire pas mal de choses. D'accord. Alors évidemment, je sais ce qui est écrit sur ton truc, mais je peux lire le mot... Je pensais que tu avais une vue genre abominable, quoi. Voilà, tu vois, je peux pas lire le chat d'ici, mais je peux lire Let's Go, le stream, enfin voilà. J'y vois à peu près bien, tu vois, je me sentirais pas mal de conduire sans lunettes. Mais la vérité, c'est que même si tu vois un tout petit peu moins bien, c'est surtout la distance à laquelle tu vois moins bien. Ça veut dire qu'en fait, ce panneau, le moment où tu vas le voir, le moment où tu vas te rendre compte qu'il y a un danger ou quoi, tu vas le voir, hein, mais tu vas le voir plus tard que les autres. Et donc ça, il faut s'en rendre compte, parce que même si de près, tu vois à peu près bien, il faut quand même faire l'effort d'aller se dépister, entre guillemets, de la vue. Et c'est le premier truc, évidemment, qui serait le plus impactant chez les personnes âgées. Alors, il y a quelqu'un dans le chat, Kévara, hein, qu'on salue, qui dit dans le code, c'est écrit qu'on peut conduire avec une vision binoculaire de 5 dixièmes, c'est-à-dire avec un seul œil. Tout à fait. La vache. Oui. Si ton seul œil, il voit bien, quoi. Par contre, attention, il me semble qu'il y a un truc, si sur votre permis de conduire, vous avez une photo, vous avez des lunettes, il me semble qu'on peut vous verbaliser si vous n'en portez pas au volant. Si tu prouves que tu as des lentilles. Oui, non, c'est bon. Si tu as des lentilles, je pense. Regardez. Aucun problème. Aucun problème. Très bien. Bon, c'est un débat. Hein. Là, ça parlait des vieux dans le rond-point. Bon, je pense qu'on va peut-être pas s'éterniser. 34% des Français oublient leurs lunettes pour conduire. Ah, tu as aussi cette stat? C'est que des stats. Je vous ai donné juste les plus marquantes. C'est que des stats pendant un article de 3 pages. Donc oui, effectivement. Ouais. Et juste, je terminerai avec ce que disait effectivement Ken. C'est aussi la problématique pour les personnes âgées. C'est effectivement aussi pour les autres, mais surtout pour eux, parce que comme ils sont plus fragiles, un accident auquel aurait survécu une personne dans la force de l'âge, eh bien, eux n'y survivent pas forcément. Donc, c'est aussi pour eux qu'il faut faire attention. Très bien. Eh bien, écoutez, j'aurais appris plein de choses, notamment les photos d'identité avec des lunettes. C'est chiant. Non, mais en vrai... je crois que sur le permis de conduire, il est stipulé si tu portes des lunettes ou pas. Même si tu as pris tes photos sans... En revanche, évidemment, si tu as pris tes photos avec tes lunettes, bah oui, donc tu portes des lunettes. Mais si c'est des lunettes comme en Corée ou au Japon, des lunettes décoratives. T'as peut-être une mini-correction. Les lunettes décoratives, non, ça... Voilà. Non, mais des mini-lunettes de correction qui, au bout d'un moment, t'as plus besoin forcément. Oui, des lunettes un an. Tu peux mettre à jour ton permis de conduire. C'est des questions qui se posent en ce moment parce que la population vieillit. En gros, en 2010, le taux de mortalité des seniors, c'était 19,1% sur les routes françaises. En 2019, les 65% et plus représentent 26,2% de mortalité, alors qu'ils ne représentent que 20% des conducteurs. 65 ans et plus. Ça a l'air de te... Pardon, excuse-moi, les 65 ans et plus représentent plus de 25% des morts. D'où les 65 ans. Alors que c'était moins de 20% en 2010. D'accord, d'où l'âge et ma question tout à l'heure. Très bien. Eh ben, merci pour ce point statistique. Est-ce qu'on peut continuer avec Ken qui a préparé quelques petits news? Je suis désolée, on va devoir avancer sur les contenus parce qu'on a une émission un peu dense. Du coup, ouais, alors moi, c'est pas si long que ça. C'était juste pour vous faire découvrir un produit.
accessible à tout le monde. Vous savez, j'avais visité le salon du véhicule de loisirs et je me suis dit, tiens, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir comme camping-car assez cool dans nos budgets? Et je suis tombé sur la marque allemande Volkner Mobil qui fait un camping-car magnifique qui s'appelle le Volkner Mobil Performance avec 4 niveaux de finition. Et c'est un camping-car dans lequel vous pouvez transporter votre supercar sur mesure au choix de la Bugatti Chiron à la Mini Cooper, si vous avez un peu moins de place, bien entendu. Je vais bien entendu vous demander le prix de ce magnifique minibus. À l'intérieur, leaking size, 300 litres d'eau potable, 400 litres d'eau de douche réutilisable, matériaux nobles, ta Bugatti Chiron qui sort directement en bas. J'aurais préféré la version avec une Porsche 911 Turbo S. Un hélico aussi. Personnellement, vous pouvez mettre un véhicule hybride si vous le désirez, des véhicules plus petits pour mettre un scooter juste derrière. Entrée de gamme, mesdames et messieurs, de ce véhicule sans évidemment la voiture qui va avec. 600 000. 600 000. J'allais dire plus de 500 000, c'est sûr. 800 000. Quand je vois les semis pour les motos. 800 000. Eh bien, c'est 1 million d'euros. J'entends avec ce modèle-là, on le voit sur la chaîne de NS Yelmazer, spécialisé dans la visite d'appartements et de villas de luxe dans le monde, nous présente un modèle chez le concessionnaire allemand, équipé justement de la fameuse 911 Turbo S. Quelques statistiques, 460 chevaux de puissance avec un moteur à l'arrière garantissant une meilleure isolation lorsque vous conduisez. 18 tonnes au c'est pour aller compteur. couper ça? Alors ça, c'est pour faire ta vie, littéralement. Oui, parce que tu peux vivre à 5 sans aucun problème dans 1 million, dans tu le fais pas ta vie dans un camping-car. Tu vois ce que je veux dire? S'il vous plaît. Qui est client de ça? Chacun son truc, on va dire. 12 mètres de long, 2,5 mètres de large, 3,85 mètres de haut. Le produit présenté ici, le Performance S, avec la 911 Turbo S, 1 600 000 euros. Je ne sais pas si tu peux nous montrer quelques images de l'intérieur qui est superbe, avec notamment la possibilité d'étendre une des façades de 3 mètres, de 2 mètres, vers l'extérieur. Donc en fait, tu peux ni plus ni moins qu'étendre ça. Et il y a un truc très stylé. Donc ça, vous voyez, vous avez le poste de pilotage, mais le poste de pilotage se retourne et vous dites, comme dans tous les camping-cars. Non, les petits amis. Non, les petits amis, pas comme dans tous les camping-cars, puisque lorsque vous vous retournez, vous avez un bureau personnel encastré, avance juste un peu, juste derrière le siège passager. Tu vois, il va avance un peu. Voilà. Tu sors, tu déplies un peu cette tablette. Tu as un petit clavier fourni sans fil, et là tu as un ordinateur dernier cri intégré dans un écran. Tu vois qui se sort directement du truc. Donc là, tu allumes, tu as ton ordinateur, tu peux faire ton taf et tout à l'arrêt. Tu as aussi une télé 55 pouces qui, se sort dans le salon qui est juste derrière. Donc vous voyez ici le salon qui est actuellement déplié. Donc vous voyez ça, toute la partie salon, elle se décale vers la droite ou revient vers la gauche pour offrir plus d'espace intérieur dans le camping-car. Toit LED intégrale, trop de bois. Bien entendu. Ouais, le bois, c'est allemand pourtant, c'est pas américain, mais c'est vrai que c'est boisé. C'est vraiment les boiseries. Trop de bois et surtout, je voyais quand il était... Regardez ça, c'est trop stylé. Oui. Oh là là. C'est tellement stylé. C'est une horreur. C'est vraiment trop de bois. C'est une horreur. Il n'y a pas de place pour les jambes. Quand il se retourne avec son bureau là, il a une plaque en bois au niveau des ça reste tibias. Un camping-car, c'est évidemment l'optimisation de la place un peu partout. Donc évidemment, vous n'avez pas une place infinie, mais ça reste quand même. Je pense qu'on n'est pas la cible de très bonne adaptabilité. D'où la déco, tu vois. Est-ce qu'il n'a pas un métier de merde, ce monsieur? Je m'explique. Ah bah lui, il visite les plus beaux appartements du monde. Oui, mais tu te dis que c'est merveilleux, sauf que du coup, il passe sa vie dans des trucs qui ne lui appartiennent pas et qui, peut-être, probablement, enfin je ne l'espère pas pour lui, il ne pourra jamais en profiter. Il passe son temps à se dire, tu vois ça, tu l'auras jamais.
Franchement, ça dégoûte. Je vais te dire un truc, moi je retournerai la situation dans le bon sens. Je pense que c'est lui qui a le meilleur métier du monde. Parce que profiter de tous ces appartements-là sans en avoir jamais le désavantage, mais t'en profites à savoir pas. L'entretien, le machin, tout ce que ça dedans, coûte juste derrière. Bah si, des fois il fait des nuits. Ah ouais aussi, ouais, bah, il est invité par les plus grands agents immobiliers du monde pour faire les visites de ces apparts sur YouTube. Il visite des apparts à 100 millions de dollars, tu vois. Donc, crois-moi qu'il doit quand même profiter assez de la life. Après, bon, est-ce que la vie de youtubeur est une vie rêvée? Je ne sais pas. Quoi ça dépend combien d'audience il fait. Quoi. Je voulais vous proposer tout de même un petit camping-car accessible aujourd'hui tu sais pour vous. Je suis au salon nautique vendredi. Donc, qui se déroule donc, à Paris. Je vais essayer de trouver un truc un peu accessible aussi. Je vais visiter un yacht du Puy salon nautique. Je vais essayer de vous ramener un truc dans cette fourchette. Let's go. Voilà pour les petites vacances, une petite quinzaine de jours sur l'eau. Voilà, je vous ramènerai des images. C'est bien, c'est un bon tips de millionnaire. J'imagine qu'il y a un prix. Bah, il y a un code promo. Un code promo, pas du tout. Non. C'est vraiment juste comme ça. Non, vous pouvez juste l'acheter, le précommander. Sachez que vous aurez quand même 8 mois d'attente avant de recevoir ça. Et que les 8 mois d'attente dépendent aussi un peu de la voiture que vous voulez avec. Vous n'êtes pas obligé d'acheter une voiture avec. Par contre, si vous n'achetez pas une voiture avec, faites très attention. Il faut en parler immédiatement à Vlogner pour qu'il puisse adapter la cage sous le camping-car à votre voiture, sachant que certaines hauteurs de voitures ne seront absolument pas adaptables au véhicule. Non, tu peux pas prendre un Hummer. Déjà, tous les SUV, c'est mort. Il faut des voitures quand même relativement bas de garde au sol. Voilà. Je trouve ça trop stylé, l'idée de se déplacer dans sa maison, de prendre ensuite ta 911 et puis d'aller faire un petit tour. Bah voilà, une petite balade. On nous précise dans le chat par rapport à ce que je disais du monsieur qu'il a une montre à 300K autour du poignet. C'est à quoi j'ai répondu. Bon, on lui a peut-être offert. Il fait oui, mais si tu la laisses à ton poignet, c'est que t'en as pas besoin ailleurs. C'est une belle réponse. C'est vrai. C'est bien vu. Let's go. Voilà, vous pouvez le suivre à Enes Ilmazer si jamais vous voulez vous aussi regarder à quel point les riches ont mauvais goût. Oui, parce que c'était vraiment une horreur. Et ben écoutez, merci pour ce petit tips. On l'achètera pas évidemment. Alison, tu nous as ramené pas mal d'images et on va s'intéresser maintenant à un salon que tu as pu faire. On a un petit panneau pour Alison ou pas? Un petit. Ça ne rigole plus. C'est comme ça. C'était juste pour toi. Et oui, tu as fait un petit salon sympa à Milan. Alors petit, du coup, pas forcément petit, mais le plus gros salon moto d'Europe, en tout cas, le plus beau pour moi et pour beaucoup qui le font. Donc c'est l'ECMA, c'est le salon de la moto de Milan, et Milan c'est la capitale de la mode, et ce salon porte aussi bien son nom puisque les marques se donnent les moyens et c'est vraiment le moment, l'événement de l'année. Alors déjà on l'a attendu pendant 2 ans parce que j'ai eu la chance de le faire en 2019 et que l'année dernière il n'avait pas eu lieu également à cause du Covid. Donc c'est vrai que cette année le salon était très attendu, mais à la fois il y a vraiment eu... on était en attente parce qu'il a manqué des constructeurs, et des constructeurs très importants. Voilà, il n'y avait pas KTM, il n'y avait pas Ducati, il n'y avait pas BMW Motorrad, il n'y avait pas Harley Davidson. Il n'y avait pas Ducati, un salon milanais. Ouais. C'est quand même... Exactement. Ça a pu faire un effort, c'est à eux que ça coûtait le moins cher. C'est-à-dire... ça demandait pas trop de déplacer les bécanes. Non, mais en tout cas, ils n'étaient pas présents. Et c'est vrai que moi, avant d'aller au salon, j'ai eu une petite crainte. Je me suis dit, est-ce que le salon, ça va pas faire vide ou... Voilà, c'est vrai que quand il manque vraiment des grosses marques, tu te demandes comment va être le salon. Je t'avoue que c'est pour ça que j'avais dans l'idée d'y aller, et c'est pour ça que je suis pas allé. Je me suis dit, c'est beaucoup de temps que ça va me prendre, et entre guillemets d'efforts pour la TV, parce que ça veut dire que t'es pas là pendant 3 jours, c'est trop chiant. Et je me suis dit, si j'y vais et qu'il y a 3 marques qui se battent en duel, ça va me saouler. Donc on verra l'année prochaine. Alors, je peux comprendre ce que tu dis, mais en fait, cette année, j'ai vraiment senti du coup des marques, des petites marques qui d'habitude ne sont pas forcément mises en avant et qui, pour le coup, là, étaient bien plus présentes. Et moi, j'ai fait des demandes sur mes réseaux sociaux à mes abonnés de qu'est-ce que vous voulez que je regarde là-bas, est-ce qu'il y a des choses que vous voulez que je creuse un peu plus en profondeur. Là, on voit un peu toutes les images du salon, effectivement, de ce que j'ai pu visiter.
Notamment, les gens m'ont demandé de regarder un peu l'électrique. Alors qu'on aime ou qu'on n'aime pas, c'était vraiment essayer de regarder pour le fun si tu trouves. Il y a eu beaucoup de demandes comme ça. C'est intéressant ça. Ouais. Parce que ceux qui te suivent, ils sont pas très moto-électriques de base. Parce que toi, t'es pas très moto-électrice de base. Mais pourtant, malgré ça, on me demande quand même. Quitte à faire quelque chose de différent, c'était vraiment ce que j'ai demandé. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que je regarde de différent? C'est-à-dire, bien sûr que j'allais aller chez les marques présentes, bien sûr que je suis allée chez MV Agusta, que je suis allée chez Kawasaki, etc. Mais j'ai demandé qu'est-ce que vous voulez voir d'un peu différent que les journalistes entre guillemets présents qui vont juste regarder t'inquiète, je vais les détailler après que les marques qui sont présentes habituellement. Et donc du coup les gens c'était un peu l'équipement. Qu'est-ce qu'il va y avoir sur Rossi, sachant que c'était sa dernière au GP, évidemment, et l'électrique. Donc ça, c'est un peu les demandes que j'ai. Et avant de vous présenter un petit peu mes coups de cœur du salon, en tout cas les mises en avant que j'avais envie de faire, c'est vrai qu'il y a eu un énorme stand sur justement VR46, la marque de Valentino Rossi. Il y avait tout un shop quand on est arrivé dedans. En plus, c'était vraiment magnifique. Ça faisait un peu tous les Instagrammeurs présents là-bas étaient devant en train de se prendre en photo. C'était un espèce de couloir noir avec plein de lumière, c'était avec plein de miroirs, c'était vraiment très beau. Et du coup, à l'intérieur du shop, tu avais toutes les dernières nouveautés de Rossi. Il y avait son vélo, sa moto, il y avait des combinaisons pour aller faire du vélo. Enfin, il y avait vraiment plein de choses à tous les prix. Donc ça, déjà, j'ai trouvé ça très sympa. Avec notamment, je crois que j'ai mis les photos sur un des liens quand je présente un petit peu ce qu'il y avait dans le salon au niveau des animations. Donc déjà, il y avait ça qui était super sympa. Il y avait plusieurs simulateurs. Est-ce que tu as déjà testé, toi, un simulateur de moto? Non, jamais avec une vraie moto que tu fais vraiment pencher. Il y en a une pas loin à Paris, mais souvent elle est éteinte. Du coup, tu peux pas la tester. Mais j'aimerais bien tester. Et du coup, malgré toutes les fois où j'ai pu faire vraiment du circuit, vraiment de la piste, j'avais jamais mis mes fesses sur un simulateur moto. Et alors? Let's go. Donc t'as retrouvé des sensations? Écoute, c'est assez étrange. Alors bon, au début, il tâte un peu le poids, donc mon poids, ma taille, donc il l'a réglé pour moi au niveau des suspensions. J'ai trouvé ça vachement dur à emmener. Oh là là, en fait, ça semblait pas naturel. Alors après, attention, parce qu'il y avait 5 ou 6 simulateurs différents. Encore une fois, c'est un énorme salon de Milan, donc tu as plein de halls et ça ressemble au salon de l'automobile de Paris, voire un peu plus gros même. Je ne les ai pas tous faits, j'en ai fait qu'un seul, parce que déjà la queue qu'il faut faire pour ce truc-là. Il y avait du monde, Ouais, il y avait du monde, il y avait beaucoup de monde. Puis en plus, journée de la presse aussi, etc. Donc, tu vois, l'enfer, quoi. T'attends, donc tout le monde veut le faire pour l'essayer. Beaucoup de pannes, mine de rien. Forcément, quand il y a des personnes qui enchaînent, on a attendu quand même quelques fois. Le truc tourne toute la journée. En plus, c'est des mecs qui se disent je vais le faire qu'une fois, donc je vais essayer de pousser un peu le truc. T'as vite fait de le péter. Voilà. J'ai pas trouvé ça hyper naturel. J'ai trouvé ça très dur à emmener, personnellement. Par contre, c'était plutôt bien fait. Tu as différents modes. Tu as vraiment des pilotes qui s'entraînent là-dessus. C'est connu pour ça. Tu peux activer des modes. Alors, si tu le fais toi pour t'amuser chez toi, tu mets les aides, les assistances qui te permettent de freiner un petit peu avant le virage, de te montrer l'étrage, de relever un peu la moto, etc. Là, pour le coup, le mode, tu pouvais le désactiver. Donc, ce qui fait que c'est vraiment à toi de freiner. Quand tu freines, tu sens la fourche qui s'enfonce, la moto s'enfonce. Quand tu vas sur ton point de corde, tu sens la moto qui est penchée, à toi de l'emmener. Et quand tu commences à réaccélérer, tu as la moto qui, naturellement, sans que tu aies besoin toi-même de la ramener de l'autre côté, qui va commencer à se lever. Donc ça, c'est vraiment des trucs assez cool. J'ai trouvé sympa au niveau du simulateur. Voilà, faudrait comparer. Là, en plus, celui que j'ai essayé, c'est un roadster, donc c'était pas forcément non plus la position la plus naturelle, en tout cas celle que j'ai l'habitude d'avoir. Mais en tout cas, c'était sympa. Voilà. Après, tu as beaucoup d'autres animations tout au long du salon qui avaient le mérite d'être présentes. Tu as beaucoup de stands qui étaient là à faire des shows toute la journée, à lancer des goodies, etc. Let's go. Ça cartonne le plus. Ça cartonne, tu vois vraiment les garde-robe, hop. Les gens de Milan sont dingues de ça. Vraiment, ils des porte-clés, ils se jettent. Non, mais t'as des speakers, mais ils font des shows avec de la musique techno. T'as l'impression d'être un festival limite et t'as tout le monde qui vient. D'un coup, tu vois une émeute autour du speaker sur les stands. Et... À la PGW, quoi. Ouais, on connaît. Et on connaît. Dans les jeux vidéo, c'est pareil. Voilà. Écoute, pour des aimants à frigo, ils sont prêts à tout. C'est vrai. Ils sont prêts à... Et là, pour des porte-clés, des casquettes et compagnie. Autre émeute, c'était autour de Fabio Quartararo qui est venu sur le stand de Yamaha. Voilà. Alors, il y a eu Yamaha et il y a eu BS
Batterie, donc un stand sur lequel j'ai passé pas mal de temps. Et eux, ils l'ont fait venir le dimanche. Et carrément, chez BS Batterie, ils ont fait signer des autographes. Donc, vous imaginez qu'il y avait foule et beaucoup de monde avec des t-shirts, des casquettes, des soutiens-gorge, des culottes. Tu as pu avoir ta petite photo ou trop de monde? Alors, moi, j'ai déjà eu la chance de le voir, de passer du temps avec lui quand il était chez Petronas, de manger avec, d'aller au Blue Crew comme quand il était là. Donc, j'avoue que j'ai laissé ma place. Et... non, pas non plus, mais voilà, j'ai beaucoup. Tu vas nous le ramener un jour en émission. J'aimerais bien, pourquoi pas. Faudrait lui proposer. Franchement, ça serait assez dingue d'arriver à le faire venir. Mais il doit être très sollicité. Ouais, mais je pense qu'il a aussi besoin d'un peu de repos. On va pas se mentir, là, cet hiver, avant de reprendre une belle saison, il va être attendu. Il a un titre à défendre maintenant, il va falloir qu'il renouvelle pour marquer sa place. Et donc, effectivement, aussi dans les animations du salon, les nanas, voilà. J'allais te dire, il y a toujours les petites meufs. Oui, elles sont là. Alors qu'on aime pas, moi j'ai trouvé un changement et je voulais le signaler parce qu'il y avait une époque où elles étaient vraiment ras le string, quoi. On va pas par quatre chemins, c'était ça. Elles étaient toutes habillées vraiment en mini-shirt, etc. Alors, il y a toujours ce truc où c'est quand même sexy. Il y a d'ailleurs un Instagram qui leur a été dédié cette année où ils ont mis pas mal de stories sur elles. Ils les ont mis en avant, etc. Faut pas oublier qu'elles sont consentantes de faire ça. Mais il y a quand même eu un effort chez certaines marques où elles sont un peu plus habillées. En 2019, il y a Indian qui avait fait venir les nanas qui étaient dans des espèces de combinaisons mécaniques un peu stylées avec des petites baskets, des petits foulards. Qui est très sexy. Et ce qui est d'autant plus sexy, je trouve. Très sexy. Voilà, mais ça se passe des tortues géniales en emoji dans le chat. C'est un milieu qui est quand même, je n'ai pas le chiffre exact, mais j'aurais tendance à dire au moins 90% masculin. Donc tu sais que tu vas attirer du monde sur ton stand si tu as des jolies filles dessus. Et bien sûr, qu'on le veuille ou non. Et tous les mecs se prennent en photo avec elles. Et même, moi, encore les mecs qui se prennent en photo avec, mais j'ai vu des parents envoyer leur gosse de 4-5 ans se prendre en photo avec ces nénas-là. Tu vois, là, tu fais... Alors, la tête dans les nichons, pile à la hauteur quand elle se baisse. Tu vois, on est pas mal. Donc, bon, c'était assez marrant. Mais voilà, en tout cas, il y avait un concours cette année, enfin, pas un concours, mais une page Instagram qui leur était dédiée. Il y a eu un petit effort vestimentaire sur certaines, pas toutes. Mais en tout cas, voilà, je voulais le souligner parce que c'est vrai qu'on est de plus en plus nombreuses en tant que femmes déjà motardes, mais en plus à se rendre à ce genre d'événements et donc c'est appréciable. Ah oui, il y a eu des hommes aussi, c'est ça que je voulais. J'allais te demander, est-ce qu'il y a des hommes un petit peu il y en a eu deux cette année. Dans des combis, etc. Alors pas des combis, il y en avait un chez Yamaha sur le scoot et un autre, alors je sais plus où, on m'en a parlé, je l'ai pas forcément vu celui-là, mais bon en tout cas déjà de ce que j'ai vu, de ce que j'ai entendu, il y en avait deux. Pas habillé sexy, habillé en tenue de motard, sur un scoot, un sur un trail, je crois. Voilà, ça a le mérite d'être déjà deux mecs présents. Après, c'est un début. Sans être spécifiquement un gros beauf, un pervers ou quoi que ce soit, je sais que j'avais déjà fait du coup le salon de l'auto à Paris avec ma femme, qui n'est pas spécialement une férue d'automobile ou de moto ou quoi. Et je pense aussi qu'il y a un intérêt de mettre quelqu'un comme ça sur le stand, c'est que prendre une photo, parce qu'il y a énormément de gens qui viennent prendre des photos ou des vidéos comme ça des véhicules, le véhicule seul fait un peu vide. Et quand tu mets quelqu'un dessus, qui plus est quelqu'un d'agréable à regarder, ça embellit le véhicule, ça embellit ta photo, ça complète le truc, tu vois. Donc après, oui et non. Je peux comprendre aussi. Moi, tu vois, ça m'a fait chier. Plusieurs fois, j'ai voulu prendre des photos des motos pour vous les ramener là. 100 personnes et tu peux 100 personnes, mais clairement, en fait, tu leur demandes si elles peuvent partir et le problème, c'est qu'elles n'ont pas le droit. C'est pas elles s'en fichent, tu vois, mais elle me le disait. Elle me disait, le problème, c'est qu'on n'a pas le droit. Je comprends et voilà, et tu vois, les nanas, je leur expliquais, c'est pas contre vous, vous êtes très jolie, mademoiselle, mais c'est que, moi, je prône ça sur mon blog féminin. Donc, à un moment donné, je vais pas prendre une nana à moitié déshabillée quand même ou très sexy sur une moto. C'est pas ce que je vends, c'est pas ce que je prône, même si elles ont leur place ici, qu'elles sont très jolies, et que, voilà. Mais donc, du coup, c'est vrai que parfois, c'est un peu chiant, quoi. On pourrait pouvoir faire les deux. En tout cas, donc ça, c'était pour la petite partie animation, en tout cas, sur ce salon pour les quelques anecdotes et ce qui, dans un sens, a essayé de servir un peu au manque des constructeurs. En tout cas, ce qui existe aussi tous les ans, mais qui a servi un peu à pallier le manque des constructeurs. Est-ce que tu as pu découvrir des modèles qui ont été présentés pour la première fois, des concepts aussi, ou tu vois ? Alors moi, j'ai vu plein de jolies motos. Effectivement, que je ne vais pas vous lister toutes celles que j'ai vues, parce que sinon on fait l'émission jusqu'à demain. C'est parti.
Mais je vous ai listé en tout cas quelques-unes que j'ai vues au salon et qui ont attiré toute mon attention, que ce soit par leur beauté, par leur prix, ou tout simplement parce que ce sont des électriques et c'est aussi ce qui a été demandé. Donc voilà, on va commencer par la MV Agusta Super Veloce 800 Ago. Donc je pense qu'il y a les petites photos. Pour votre information, donc cette moto, c'est celle qui a été couronnée la plus belle du salon de l'ECMA. Qu'est-ce que vous en pensez ? Elle a un look rétro. Ouais. Pas mon truc, mais je peux comprendre. Vous comprenez ? L'avant. Ouais. Tu vois, l'avant, pour moi, c'est trop rétro, quoi. Ok. Je la trouve horrible, hein. Je suis désolée. C'est vrai ? Ah ouais, J'aime pas du Après, je suis très MV Agusta, donc ça me parle, mais pas celle-là, quoi. D'accord, ok. Ouais, toi, t'es plus les F4, F3, les jeux. Non, je pensais plutôt les Brutales, Dragster, les Roadster, ok. Truc, tu vois, de mec qui a quelque chose à compenser, tu vois. J'aime bien ça. Ça serait plus celle-là alors dans ces cas-là, hein, parce que tu dis on voit pas assez le moteur, la mécanique, tout ça. Il y a trop de carénage. Il y a trop de carénage. Alors en tout cas, moi personnellement, je suis dingue. Bon, ça c'est mon avis, je la trouve vraiment élégante, je la trouve magnifique. Et justement, sur le stand, c'est une de celles qui était le plus attendue. Et carrément, ces motos-là pour les voir. Là, je vous ai sorti une belle photo d'internet. J'en ai d'autres moi-même, mais très franchement, on faisait en fait, on faisait la queue presque 1h30 pour rentrer à l'intérieur. Ah ouais. Parce qu'en fait, elles étaient plusieurs Super Veloce à l'intérieur d'un petit stand noir, etc., avec des habits MV Agusta et compagnie. Et donc. Elle a un sacré look quand même. Ah ouais, là. J'ai une petite idée que ça se prononçait Super Veloce. Je dis Super Veloce comme un con depuis tout le temps, mais effectivement, c'est italien, quoi. Super Veloce. Ben oui. J'ai entendu les Italiens le dire. Donc, quoi. Comment ? Elle est très. Non, là, j'avoue que la photo. On est d'accord que c'est la réinterprétation de la moto qu'il y a juste à côté, du coup. Voilà, et qui était notamment de son ambassadeur qui est Giacomo Agostini, donc un pilote très célèbre. Ouais. Je trouve la réinterprétation très jolie. Ouais, voilà. J'avoue que là, elle a moi je la trouve vraiment très 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 belle. Donc pour information, c'est celle qui était couronnée la plus belle. Son prix est de 31 500 €. C'est abusément cher. En vrai, c'est leur range au prix. C'est cher, mais tu vois, mais pour du en MV vrai, ça Agusta, va encore. Je suis d'accord. Je trouve ça voilà. C'est les prix, quoi. Voilà, c'est une auto 3 cylindres, 4 temps et qui fait 151 chevaux. Voilà. Ok. Ça me fait penser à un jouet. On dirait un petit jouet. Qu'est-ce qui justifie 151 chevaux, les 10 000 de plus par rapport à une 800 japonaise? Je pense que déjà, il y a quand même 10 000 € de plus là. C'est MV Agusta. Hein. Voilà. D'accord. Déjà, c'est 10 000 € de plus. Quand tu as un sac Eastpak, il est plus pratique que ton Louis Vuitton, mais il y a écrit Louis Vuitton. Non, c'est quand même vachement mieux fini. Est-ce que c'est italien? C'est italien, donc je suppose que c'est mal fini de base. Oh la salle. Alors fais gaffe parce que je suis italienne quand même. Hein. Je suis italienne, on se calme avec les Italiens, ok? Je ne parle évidemment pas des êtres humains. Ça met pas la main comme ça, il va s'énerver. Tu vas te prendre des pastas dans la gueule. Voilà. Donc non mais. Ken coupe les pattes. Non, tu fais pas ça. Non, je plaisante ou je plaisante pas, c'est vrai. Il coupe les pâtes, il mange des pizzas à l'ananas. De quoi? Il coupe pas les pâtes, les spaghettis. Ça va pas la tête. Ah, ok. Dans une cuillère, on est d'accord. Mais je les mange à la baguette. C'est encore un autre truc. C'est vrai en plus. Le mode hard. Chacun son truc, nous n'allons pas débattre là-dessus. Voilà, donc ça c'était pour la moto. Mais chez MV Agusta cette année, il y avait aussi une petite nouveauté. C'est la trottinette MV Agusta Rapido. Let's go! Qui est sortie, voilà, et qui était bien mise à l'honneur en plus. Doit y avoir pareil, j'ai donné normalement une photo de la trottinette MV Agusta. Une trottinette de droite. On peut deviner le prix ou pas? Alors oui, tout à fait. J'ai le prix. Toi, tu viens de regarder, donc tu ne dis rien. Tu ne dis rien. Aucune idée. Il y a des caractéristiques genre de fou, j'imagine. Alors, je peux vous dire qu'elle va jusqu'à 38 km/h. Donc, c'est pas dingue non plus. Elle a 50 km d'autonomie. Voilà, attends, je vais voir le design. Voilà. Donc, ça, c'est le design. Bon, là, on voit pas trop encore. Je pense qu'il y a on la voit même pas. What the fuck, c'est un Vespa, ça. C'est de fou. Voilà. La trottinette MV Agusta Rapido série Oro. Voilà. À votre avis, combien? Le design fait bien penser aux motos MV Agusta. C'est inspiré de la brutale. Je suis d'accord que c'est très fidèle au niveau de l'avant. Effectivement, même du côté devant, là, qui se termine en okay, flèche avec les trois couleurs. Ça se replie. Allez, 3 000 €. 1 500 €. 3 000, 4 500. 3 000. Vous êtes bien au-dessus.
Ah ouais 849 €. Oh, dis donc. c'est donné. Voilà. Ça. Donc, moi aussi, en voyant que c'était MV Agusta, connaissant leur prix, etc., ils en ont fait tout un truc, parce que c'est la mode des trottinettes électriques. Ils l'ont mis sous vitre, etc. Enfin, on avait une photo, elle était sous vitre. Je me suis dit, elle doit coûter un bras. Ouais. Alors, 849 €, c'est quand même un prix, hein, attention. Oui, mais quand tu regardes le prix des trottinettes, c'est... Ça dépend de la batterie, l'autonomie après. Oui, voilà. Bon, t'en as des Xiaomi c'est ça bien qui mieux Je que trouvais ça. ça non mais- plus hyper déconnant, quoi. Non, ça, je m'attendais à plus cher. Voilà. Vu le prix des motos. Tout à fait. Voilà. Très Donc, bien. On peut l'acheter là, ça y est, c'est dispo. Je peux aller sur le site de Agusta en commander une. je Je vais pas le faire. Mais... suis pas sûre, je crois qu'elles arrivent Je vais regarder. bientôt. Alors, je t'avoue Xari, qu'il y en avait cadeau de beaucoup Noël. d'Italiens sur... Ça, je c'est vrai que réfléchis pour Xari, tu vois. tu pouvais les commander, ça c'est sûr. Ah ouais Mais au niveau de la Chinois, livraison, Xari. je me suis pas forcément trop renseignée sur ça, je t'avoue. Sur la Ouais, je vais aller jeter un tu peux les œil, commander en tout tranquille. cas. Voilà. Et bien maintenant, on va passer sur une marque que je connais bien, puisque j'en ai une longtemps sur piste que je viens d'abandonner. Donc je devais, par honneur et par cœur, la souligner. C'est la Honda CBR 1000 RR SP 2022. Donc Là, on pour parle. information, c'est les 30 ans de la Fireblade. Et donc du coup, il y avait la moto en exposition, qui reprend notamment les couleurs qui sont fidèles au modèle de 1992, mon année de naissance en plus. Donc effectivement, sur toutes les sportives qui étaient présentes au salon, voilà, moi j'ai vraiment voulu mettre en lumière celle-ci. On voit bien voilà l'édition 1992 et celle 2022. Et donc pour les 30 ans, je trouve qu'ils ont fait un truc très chouette. Encore une fois, ils ont bien repris les couleurs, les lignes actuelles en tout cas des codes de la sportive. Je trouve le pot pour une origine pas trop dégueu, parce qu'on a vu des trucs pires et très gros et pas très beaux non plus. Voilà, hein, donc c'est une Où 1000 4 sont cylindres, 217 les chevaux. phares avant ronds de ma CBR? Pourquoi ils n'ont pas repris ce design? Parce qu'on parle parce que- de code actuel, de code actuel de la sportive aussi. Parce que tout le monde veut une BM S1000 RR et que du coup, on fait des trucs qui ressemblent à une BM S1000 RR. Je suis désolé, ça n'a Oui, rien pas la S1000 RR forcément. Ce que je hein, regarde mais, là, c'est pas une CBR. Excusez-moi, moi j'ai une autre question. La mode. c'est Admettons. actuel. Admettons, tu achètes cette moto, Alison. Je monte à l'arrière pour faire un tour. Je pose mes pieds où? Alors là, du coup, tu vois qu'ils me sont brûler. sur circuit. Donc, très sincèrement, moi, je t'emmène pas faire un tour de circuit avec moi. Je ne peux pas. Il y a, Mais, regarde, il y a il des y a les repose-pieds. autres. Il y a un repose-pied derrière. En fait, tu vois, Au-dessus du tu as, pont. la possibilité de mettre de cacher la selle arrière ou non. Oh, ça flex, hein. Parce que c'est plus beau quand t'as pas un passager de mettre un capot de selle, tout simplement. Voilà, maintenant, quand t'enlèves, tu vois, là, par exemple, le capot de selle, il y est pas sur celle-ci. Ouais. Donc, tu vois que là, tu peux mettre un passager. Par contre, effectivement, la sportive, c'est pas connu pour être hyper agréable pour un passager. C'est pas connu pour être hyper agréable tout court. Bah alors ça dépend pourquoi, pas pour te faire des bornes, mais c'est quand même une position de conduite qui est assez linéaire quand tu veux arsouiller. Je ne dis pas qu'il faut le faire sur route, mais en tout cas quand tu veux, quand tu veux envoyer un petit peu quoi, sur circuit, voilà. Donc c'est connu pour être une moto assez naturelle pour ça. Moi c'est plus agréable d'avoir ça sur un circuit que d'avoir un roadster. Oh bah carrément, Voilà. évidemment. Par évidemment, contre, bien finalement, sûr. moi, je suis pas pro de la sportive pour aller me balader et pour faire de la route. La preuve en est, C'est moi, ça. sur route, tous les jours, j'ai un roadster. C'est ça. Donc, bon, après, voilà. Chaque moto a ses usages. En tout cas, voilà, c'est l'édition des 30 ans. Je la trouve assez chouette. Et c'est une moto qui est disponible à partir de 22 000 € dans sa version non anniversaire non SP et 26 000 € dans la version SP. Les gens ont raison, le nom est facile à retenir. RRR, Ouais. SP, Fireblade, RRR, SP, 1000. Fireblade, ouais. Tu vois, c'est... Oui, c'est assez longué quand même. Hein. Voilà. Mais après, on a l'habitude, le nom Fireblade et le nom RR, De ouf. c'est des noms qui sont J'ai quand même, la réponse à la question tout à l'heure pour la La trotte. trottinette. On peut tout à fait tout de suite l'acheter sur le site MV Agusta. Et en fait, Allez, elle est à 700 € si vous l'achetez avant Noël. Ah, Frais de d'accord, société, ok. c'est Parce que parti, C'était le let's prix go. qui était communiqué sur le Régalez-vous. salon. Donc, Mais en fait, après, elle redevient plus chère. Ok, profitez du prix de lancement. Si vous savez pas Régalez-vous. quoi acheter à Noël, c'est génial. Là, Voilà. on te la vole. Ouais, j'étais T'as ça. bien le seum. Ah bah ouais. Faites attention. Donc, la Est-ce que déprime. tu as, alors là j'imagine que tu as relevé, tu vas continuer peut-être à nous montrer des motos qui t'ont marqué. Est-ce qu'il y en a une que tu as trouvée particulièrement laide? Ça aussi ça m'intéresse, il doit y avoir des trucs un peu chum. alors, je suis pas peut-être dans- les citer, mais est-ce qu'il y a des fois tu t'es arrêté Fais-toi des dans un ennemis. stand en disant oh là ça c'est bien laid ça. alors, me dire que c'est les noms, me dire que c'est quelconque et commun et que ça m'a pas attiré l'œil, oui, ça m'est arrivé sur le stand Kawa notamment.
C'est pas des motos après que j'affectionne énormément. Elles ont leur public et leur panel. Donc ça, à la limite... Ouais, après, à part ces nouveautés que je vous présente, les autres m'ont pas forcément tapé dans l'œil. Si elles sortent, c'est quand même, comme tu dis, qu'il y a un public. Donc au pire, tu peux dire c'est pas mon truc. Tu vois, quand tu m'as demandé tout à l'heure la Super Veloce si j'aimais bien, je m'as dit c'est dégueulasse. Je dis, c'est pas mon truc. Quoi. Ouais, c'est ça. Chaque moto a son public. Je peux pas. Il y a des motos qui m'attirent pas, mais encore une fois, moi, les motos généralement que je trouve pas belles, c'est des motos justement soit on aime, soit on n'aime pas. Par exemple, j'ai fait le test d'une moto il y a pas longtemps, qui était la GSX-S 950 de chez Suzuki. Alors moi, je ne suis pas du tout fan du design, je n'aime pas du tout. Mais par contre, je peux pas dire qu'elle n'est pas belle parce qu'elle a justement son public et qu'elle est atypique avec ses croix LED superposées devant, etc. Et d'ailleurs, j'ai fait des photos avec pour ce magazine-là d'ailleurs. Et pour le coup, j'ai plein de gens qui m'ont dit mais waouh, elle est géniale. Et je peux comprendre. Donc si je me dis pas la moto est moche, c'est moi, ce n'est pas mon goût. C'est pas ton goût. Et je pourrais pas l'acheter. Moi, je suis plus Kawa, tu vois, pour le coup. D'accord. Et là, les gens disaient et la Katana par exemple. Katana, ouais. Bah pour le coup, je suis pas très fan. Bah moi non plus. Wow. Katana, je suis pas fan, mais pourtant c'est une moto qui a des fans mais incroyables, tout comme par exemple la Yabusa. La Yabusa, c'est un truc t'aimes ou t'aimes pas. Hein. Moi, je trouve ça hyper gros, je trouve pas ça féminin pour un sou. Par contre, tu peux pas enlever que c'est une moto de légende. Et qu'aujourd'hui, je serais capable de me dire si le design sort de cette nouvelle moto, oui, elle reprend bien les lignes ou pas, ou oui, je peux comprendre qu'elle est sa cible et ses fans. Elle est longue. Hein. La Yabusa, c'est particulier, avec un avant assez emblématique. Mais elle a ses fans, et depuis des années. Sûr. Donc bon. Voilà. Ton Robocop un peu. Ah ouais, elle est... De ouf. Hayabusa légendaire. Bon, il y a un public visible. Ça me fait penser que dans les animations tout à l'heure, j'ai quand même oublié de parler d'un point super important qui était les motos présentes de nos pilotes. Et j'ai notamment vu la moto de Marquez. Oh. Voilà, peut-être que c'était la dernière fois. Non, j'espère pas. Non. C'est un de mes chouchous. Très sincèrement, je le dis vraiment à contre-cœur parce que je l'aime beaucoup. Mais en tout cas, il y avait donc la moto de Marquez, de plusieurs pilotes de moto, Moto 2, Moto 3. Il y avait notamment aussi la moto du pilote Takahaki Nakagami, qui est aussi le numéro 30, le même numéro de course que moi. Donc voilà, pareil, il y a quelques photos de ces motos. Mais en tout cas, c'est vrai que ça fait plaisir parce que chaque année, à l'ECMA, eh bien, évidemment, ils prennent soin de nous montrer les belles motos des pilotes de MotoGP qu'on affectionne. Et de Rossi aussi, j'imagine. Une belle animation. Il y avait toute la moto, tu sais, qui avait été mise au GP, qui était jaune fluo avec le Grazzi Valley. Donc celle-là, elle était présente avec la combinaison, pareil, Grazzi Valley. Donc, incroyable. Donc ça, c'était Il est venu d'ailleurs assez chouette. Au salon? Pas à ta connaissance? Pas à ma connaissance, je sais pas. Non, je sais pas. Je pense pas. Je pense pas, parce que il a... Le service de sécurité, à mon avis, il aurait été trop important, je sais pas. Déjà pour Fabio Quartararo. Ouais, déjà pour Fabio, c'était assez dingue, mais non, en tout cas pas à ma connaissance. On a également de la Bimota. Ouais, tout à fait. Qui t'a tapé dans l'œil? Alors, en tout cas, tapé dans l'œil parce que moi, quand je dis je ne connaissais pas de nom, mais encore une fois, sans trop m'être penchée dessus. Et j'aime bien. Voilà, et j'aime bien quand je ne connais pas aller vers ces motos. Il déteste, je suis sûre. Alors, qu'est-ce que t'en penses, Max? Waouh, mais il se passe quoi là? T'aimes pas? Oh mon Dieu. C'est large, hein? C'est un papillon. Je sais pas, J'ai du mal à envisager l'ergonomie d'un tel... Je voulais vous présenter avec les Bimota, notamment la moto la plus chère du salon. Ok, let's go. Voilà. Enfin, une des plus chères, une des plus chères du salon. Voilà, et donc qui est la TSI H2 2022 de la Bimota. À votre avis, parce qu'il y a un compresseur. Parce qu'elle était je pense un peu inspirée des Kawa, etc. Mais justement, elle fait 2 fois le prix de la Kawasaki H2. Donc ça devrait déjà te donner un ordre. 2 fois le prix de la Kawasaki H2. Ça pique un peu, hein? De ouf. Ça pique. Donc, à votre avis, le prix? Est-ce qu'on peut remettre les images, peut-être? J'ai cliqué sur l'article, j'ai vu, donc je me tais. Ah. Après, tu as dit 2 fois le prix, donc oui, en vrai, je l'avais. Hein. On est à 60 000. Voilà, une moto chère, c'est 64 000 euros. Ouais, oh la vache. Voilà, et donc du coup de chez Bimota, on a aussi la KB4 et la KB4 CR 2022 qui, elles, sont des motos un peu plus attractives, 145 chevaux à 35 000 euros. Un peu plus attractif. Ouais, non, ça me... Voilà. Ah ouais, moi, j'adore. Le look Joe Bartim, c'est reparti, quoi. Vache, et justement, il y a eu beaucoup de motos un peu comme ça cette année. D'ailleurs, une électrique que je vais vous présenter après.
On surfe très clairement sur le Café Racer, évidemment. On surfe dessus à donf, on est sur le côté très néo-rétro, très vintage, et ça même pour les motos qui normalement devraient attirer des cibles un peu plus dans le côté sportif. Donc, c'était beaucoup ça cette année, hein. Électrique, très un peu néo-rétro, ou alors carrément l'ultra sportive, c'est incroyable quoi. C'était très présent au niveau des constructeurs cette année. En tout cas, c'était ce qui était mis en avant. Voilà. Et maintenant, je vais vous parler un peu électrique, donc avec Zero Motorcycle. Est-ce que vous connaissez cette marque ou pas? Zero, Zero, bien sûr, Zero. On en a ramené, on en a essayé, mais c'était à l'époque où j'avais pas encore le permis full, donc j'ai testé que des trucs, pas de gamme, mais bas de moteur. Bas de gamme. Eh bien moi, j'ai franchement jamais trop craqué sur une moto électrique, hein, on va pas se mentir, c'est pas... j'en ai essayé, je trouve ça cool. T'avais déjà essayé la Zero? Non, pas du tout, la Livewire Harley. Mais par contre, effectivement, j'ai pas forcément eu de coup de cœur sur une moto. Et donc, je vous présente la Deus Machina. Voilà, donc c'est une édition qui a été faite par Zero elle aussi, mais c'est ouf. Voilà, je savais que tu allais le dire parce qu'elle aussi a eu ce look. Bon, après, encore une fois, même si je roule en une hyper sportive pour la piste à côté, j'ai un Café Racer aussi. Donc, j'aime bien ce look-là. Évidemment, ça me fait penser à la pub trop stylé. Horrible. Je trouve ça trop stylé. C'est l'entorche devant. Ah, moi, je trouve ça très, très belle. Tu kiffes? Ah, moi, j'adore. Je la trouve magnifique. Aussi, hein. Elle est vraiment dans la lignée des gros préparateurs en Allemagne. Il y a beaucoup de préparateurs en Allemagne qui jouent vraiment là-dessus, sur se faire comme ça. Moi, je l'ai trouvé magnifique. T'as pas la moto de Monsieur Tout-le-Monde quant à ça? Moi, je me suis arrêtée devant, j'ai scotché, j'ai pas la même gueule sur la vidéo là. Pas faux aussi. C'en est une autre. Celle-là, elle avait pas. Oui, ça, c'est une autre. C'est bizarre. Mais je sais pas pourquoi. Enfin, bon, moi, c'était pour les photos, typiquement. Ouais, d'accord. Ouais, alors si pardon, en fait ils ont pris l'original et c'est Deus Machina qui a fait l'édition pour la refaire avec la version du look en dessous, voilà. Puisque c'est une édition limitée. Enfin, d'ailleurs, je crois que l'édition limitée, une ou deux comme ça, mais pas, il y en a pas beaucoup en tout cas. Elle est proposée, donc l'édition originale de cette moto-là, puisque celle-là, on ne peut pas l'acheter, est à 18 990 €. Donc, c'est celle que vous avez vue justement dans la vidéo. Voilà. Donc, à partir de, ça va jusqu'à 21 720 €. Voilà. Ah oui, quand même. Après, c'est pour des motos électriques, voilà. Ouais, mais pour des motos électriques, on est dans le must-have de l'électrique. Évidemment qu'aujourd'hui, tu as des motos beaucoup plus accessibles. Là-dessus. Le nom est stylé par contre. Hein. Oui. L'élément divin qui vient sauver une situation. C'est incroyable. Mais non, vraiment, là, Non, t'es pas fan. Non. Comme disait quelqu'un dans le chat, moto rouge, je suis assez d'accord. On dirait une moto de la vision du futur en 80, quoi. C'est. Ah. Moi, oui, non, mais c'est un peu ça. Oui, c'est un peu ça. C'est un peu ça, oui, c'est vrai. Team Transformer avec les rétros comme ça, les yeux comme ça, les phares à l'arrière, 1000 couleurs, idéalement. Après, encore une fois, ça porte au débat. Ouais. Et tu la vois dans la rue, ça attire l'œil. C'est vrai. Donc bon, j'avoue que j'aime beaucoup moi. Moi, tu sais, c'est toujours, ça a été la pub de Ducati avec, comment elle s'appelle non, c'est pas Nathalie Portman, c'est l'autre. Je peux pas t'aider. Elisabeth Swan, Keira Knightley. D'accord. On s'en souvient. Tu vois, où elle est toute en beige avec la belle Ducati beige et tout. Ça me rappelle ça. Moi, j'adore. C'était pour Chanel ou je sais. C'était pour Chanel, exactement. Il y avait autre chose que Zero en électrique ou il y avait que eux sur place? Non. Il y en avait d'autres et il y avait notamment Soco. Super Soco, donc aussi, justement, qui est la prochaine moto dont je parle. Bon, après, il y en avait pas mal, mais je vous ai ressorti vraiment 2 motos. Ah, c'est Soco, ça, d'accord. Ouais, voilà. Et en fait, je vous ai parlé un peu du luxe de la moto électrique avec un prix quand même assez important et un design. C'est trop bien, ça. Là, on est dans quelque chose de beaucoup plus attractif. On est dans la version, c'est la moto Stache de Soco V, qui est à partir de 4 690 €. Ah oui. On est dans quelque chose de beaucoup plus accessible. Dans le réservoir. Bah oui. J'en vois de plus en plus. Hein, et en fait, tu as beaucoup de. Ils illustraient d'autres motos. Alors là, je vous en ai montré une, mais il y avait beaucoup de scooters aussi, ou alors même des motos avec un peu les versions Uber Eats, quoi, des livreurs, des grosses sacoches derrière, des choses comme ça. Donc c'est vraiment une moto. Ils sont ultra compétitifs, Super Soco, n'empêche. Ils font pas des foudres de guerre, mais batterie amovible, mine de rien. Là, tu as 2 places, c'est pas si cher. Amovible là
Hein? C'est pas si cher. Amovible la batterie là? C'est quasiment tout le temps le cas chez Super Soco. C'est pas si cher que ça en plus. Et elle a un poids de 135 kg, donc c'est assez léger. Et vitesse de 105 km/h maximum. Voilà. Attention à vous cependant. C'est de plus en plus fréquent que des gens mal intentionnés essayent de forcer le coffre avant. Qui est la batterie? Avant, il n'y a que le coffre avant d'ailleurs. Pour voler la batterie. Mais non. En fait, la moto en elle-même a peu de valeur, c'est la batterie que tu payes cher. Vraie remarque, même chose sur les vélos électriques. Les vélos électriques avec les batteries trop apparentes et trop facilement, vol de batterie de plus en plus fréquent. En fait, c'est un truc qui est nouveau. Comme à l'époque où on n'avait pas tous des smartphones, tu te les faisais voler dans le métro, tu vois. Maintenant que tout le monde en a, on s'en fout. Tu te les fais moins braquer. Mais ça se vend c'est toujours. plus rare. Donc c'est ça aussi. J'imagine que ça se revend bien si ça se vole. Ah, les batteries là? Ah oui. Ah, mais trop bien. De ouf. C'est une des pièces, c'est la pièce probablement la plus chère de la moto. Donc c'est clair. Puis surtout, toi, quand t'as plus de batterie, t'as plus de moto. Du coup, il y a deux teams. Il y a la team batterie non amovible, justement, où c'est très difficile de te la faire piquer. Pour embarquer une moto, il faut déjà un peu plus de taf, on va dire. Mais malheureusement, c'est pas amovible. Du coup, comment tu fais pour recharger? Et la team batterie amovible, alors là, tu risques de te faire forcer ta moto et de te faire biquer ta batterie. C'est plus fréquent qu'on ne le pense, mais évidemment, tu as des grandes facilités pour aller recharger ton truc. Même chose pour les vélos électriques, c'est la même remarque. Il y a deux écoles. J'ai préféré batterie amovible, personnellement. J'aurais beaucoup de mal à recharger mon vélo si c'était pas le cas. Il y en a qui préfèrent batterie qui reste bien à l'intérieur. Et c'est vrai que ajouter à une localisation constante du vélo, c'est très sécure. Si aussi, Max, vous vivez dans une maison, donc vous garez devant, t'enlèves la batterie de la Super Soco de ta femme et c'est réglé. Mais quelqu'un qui vit 6e étage sur un ascenseur avec une batterie à 5, 10 kilos? C'est plutôt 15. Hein. Ouais, plutôt 15 kilos. Ah purée, faut le faire quoi. S'il n'y a pas d'ascenseur, c'est 2 packs d'eau. C'est très lourd. C'est très lourd, c'est très très lourd. Très très bien. Et du coup, je crois que c'est tout. Oui, voilà. Déjà pas mal. Oui, j'ai essayé de vous faire un condensé de un petit peu tout. Cool. Que les animations, les stands, les pilotes, de l'électrique, du non-électrique, des nouveautés, des anniversaires. Voilà. Donc tu as gardé une très bonne expérience du coup de ce salon un peu étonnant, puisque j'imagine que nouvelle édition, retour après le Covid. Ça faisait du bien après 2 ans d'avoir fait un gros événement où on voit quand même de la nouveauté, malgré qu'effectivement il en manquait quand même. En tout cas, il y avait de la nouveauté, il y avait du monde et c'est toujours agréable en plus d'aller à Milan pour l'occasion. Voilà. Très bien, très bien. Et je crois que le jour où tu as dit que tu allais faire un dossier là-dessus, Max a posé un petit message dans la conf en mode on va aller aussi à l'ECMA. Ça fait partie de tes projets en tout cas dans les années. L'année prochaine, je pense que je vais y aller. Bien, au moins qu'on fasse le salon de l'auto tous ensemble, ce serait cool. Ouais, mais on peut y aller et faire vraiment des essais, des trucs. Quand il aura lieu. Grave. Salon nautique, ça vous chauffe pas, les bateaux? Moi, si, complètement. Vendredi, voilà, si ça vous dit. Vendredi. Mais Marie, voilà. tu poses des impondérables, là. C'est dans 2 heures. Allez. Dimanche, c'est parti. C'est chaud. Faire ce week-end. Tu as une idée de cadeau de Noël, j'ai vu. Ouais, tout à fait. Donc c'est un... Alors, est-ce que vous êtes fan déjà des jeux de cartes, jeux apéro? J'adore. Ouais. Les jeux, j'adore. Et puis alors là, tu parles à Monsieur Jeu. Hein. Mais là... justement, c'est un public difficile, Mathilde Anne. Il est jury. J'aime les jeux un peu experts, donc c'est vrai que les jeux entre guillemets d'ambiance, un peu simple, où le but c'est c'est plus de boire un verre que de vraiment jouer. Alors, pas mon truc. Là, du coup, c'est pas du tout le concept, parce que quand on dit jeu apéro, en vrai, c'est pas forcément un jeu apéro, il n'y a pas de règles sur l'alcool. D'ailleurs, c'est un jeu pour les motards, donc l'alcool n'est pas du tout conseillé ni dans les règles. De ouf. C'est tout simplement en fait un jeu de société, un jeu de cartes, donc 130 cartes basées sur du fun et de la culture G. Donc c'est un jeu basé sur du quiz avec 3 thématiques de cartes différentes sur lesquelles tu vas pouvoir à la fois tester ta culture générale de la moto, répondre à des questions, les gagner si tu y réponds bien, sur le thème de la mécanique, d'événements, de pilotes ou autres. Et de temps en temps, tu as des cartes, parce que c'est une pioche mélangée, tu sais jamais sur quoi tu vas tomber. Tu peux tomber sur les cartes outils, qui sont des cartes avec des défis, des gages, des malus, des bonus. D'accord. Voilà. Donc c'est vraiment un jeu sympathique. Orienté moto, quoi. Que orienté moto. Voilà. Alors attends, il y a marqué. C'est toi, ça? Bah oui. Je suis la créatrice du jeu. Ah, Frais de port, frais de port. Marie. Frais de port. Ah oui, les frais de port, bien sûr qu'ils sont inclus, dis donc. Tout à fait. Allez. Voilà. À tester. Du coup, je vais pouvoir vous ramener une boîte, effectivement. Let's go.
cool. Tout à fait, quand je l'aurai, et vous me direz votre avis très sincère, parce que j'y ai mis tout mon cœur dans cette création. Bravo. Trop chouette. Formidable. Voilà. Tester avec plaisir. Voilà. Oh là là, trop cool. Donc, ça, Donc c'était on la va sur le première. site ridetrippers.com. Ouais, Ride Tripper, ce petit jeu de mots entre ride, tripper, road trip, voilà. Du coup, exactement. Régalez-vous. Stylé pour les motards. Quel génie d'avoir eu cette idée. On pensait Ah qu'il y là avait Ken là. inclus du dos. Lily. Fun. Et donc, un code promo, et bah ouais, chaud, je vais le créer. Franchement, un compte Let's Go. Franchement, un compte pour Let's Go, ça Let's sera Go, diffusé. Ça va être pas mal. Je le donnerai à qui veut, on le balancera dans le. Je ferai le code promo Let's Go tout simplement à partir de Let's- demain Ça peut être trop matin. bien. Voilà. Ça peut Code être promo Let's trop Go cool. dès demain matin. Eh Juste ben, pour les merci followers. beaucoup, Alison. On avait pas mal de Beaucoup choses à voir. d'actu. Bah ouais, Ouais. mais c'est trop cool. Et en plus, on finit sur quelque chose que tu as créé. Et ça fait très plaisir. Ouais. Je vous propose de passer à la suite. On a une petite vidéo à vous faire découvrir qui a été tournée par notre cher Junpei qui va nous rejoindre ensuite avec Céline de Opco Mobilité. Je vous propose de découvrir tout de suite cette vidéo et on revient juste après avec nos invités. Salut à tous et bienvenue chez le concessionnaire Citroën d'Arras. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va découvrir les métiers de la mobilité et notamment celui de technicien avec Simon qui va nous montrer un petit peu tout ça, sa formation, ce qu'il fait aujourd'hui, la voie qu'il a décidé d'entreprendre. Donc c'est parti. Yo Simon, ça va ? Ça va et toi? Super, super. Écoute, bien arrivé à Arras tout à l'heure, donc ça fait plaisir. Tu vas nous montrer un petit peu tout ça, est-ce que tu te sens prêt? Ouais, je suis prêt. Eh ben allez, Allons-y, c'est parti. C'est parti. Donc du coup Simon, toi tu es en formation ici, mais la finalité c'est quoi? C'est technicien expert ou tu as un autre but plus tard? Oui, alors là, en effet, la finalité, c'est de devenir ici technicien expert. Ouais. Alors, avant de devenir technicien expert, il faut bien évidemment réussir le BTS. Ouais. Ensuite, on a une formation à faire en interne une fois qu'on est embauché pour devenir technicien expert. Ok, et ça prend combien de temps environ? Et ça prend 4 à 6 mois. En fait, on passe d'abord sur de la mécanique, de la grosse mécanique compliquée, pour ensuite devenir technicien à proprement parler. Ok Simon, on a vu toute la partie théorique avec l'école, maintenant la partie pratique. Qu'est-ce que tu fais ici comme tâche vraiment? En quoi consiste ton emploi du temps? Alors ici, mon emploi du temps, il est typique d'un alternant. Je dois au garage 2 heures de travail par jour. Ok. Et sur ces 2 heures, ce qu'on me donne principalement à faire, c'est des diagnostics, des premières lectures avec lesquelles je peux par la suite discuter avec mon tuteur. Ok, donc d'abord toi tu t'occupes du diagnostic, mais c'est pas toi qui t'occupes finalement de réparer ou de la réparation. Voilà, pas tout de suite en tout cas. c'est ça, ouais, tout à fait. En fait, ça va dépendre aussi de la panne que nous, on va détecter. Si c'est un simple capteur, on sera à même de le remplacer. Par contre, si c'est une panne qui est plus grosse, comme par exemple un remplacement de moteur, ce sera mes collègues mécaniciens confirmés qui s'occuperont de ce remplacement. Ok, et donc là on est devant une breloque Citroën. Si Voilà, je puis me un cas concret. Dis-moi à peu près, c'est toi qui as fait le diagnostic sur cette voiture? Alors oui, sur cette voiture, c'est moi qui ai fait le diagnostic. On est sur des ratés de combustion. Ok. Donc c'est pour ça qu'on a été ici amené à démonter toute la partie qui nous permet d'accéder aux bobines, aux bougies d'allumage et aux injecteurs. Ok, et donc ça c'est toi qui l'as diagnostiqué. Tu l'as fait au son, c'est le client qui t'aide à faire ça ou tu poses des questions ou c'est juste toi sur le véhicule? Alors c'est dans un premier temps le client qui nous dit écoutez, ma voiture fonctionne bizarrement, et c'est nous quand on la rentre ici en atelier qu'on s'aperçoit qu'il y a un voyant moteur qui est présent, et c'est quand nous on interroge ce voyant moteur qui nous oriente vers telle ou telle panne. Simon, du coup, on sait que, je sais finalement que tu as fait un bac plus 5 à la base, tu étais en gestion de patrimoine, tu travailles dans la banque, tu as décidé de totalement te réorienter. Pourquoi vraiment tu as choisi cette voie? Pourquoi tu as changé de voie? Alors simplement, j'ai choisi la voie de la passion. Il y a un adage qui dit fais ce que tu plais et jamais tu auras l'impression de travailler. Et je me suis appliqué à moi-même cet adage. Et en fait, cette passion m'est venue depuis l'acquisition de ma première voiture, où je me suis mis vraiment à mettre les mains dedans, dans le moteur, à comprendre comment ça fonctionnait. Et ça m'a tellement plu que je me suis dit, tiens, je vais en faire mon métier. C'est ça que tu veux faire et Voilà. Tu t'es dit, les bureaux terminés. Ouais, les bureaux, c'était pas fait pour moi. Ok.
Alors, on sait maintenant aujourd'hui qu'il y a de plus en plus même d'électronique embarquée. Donc, tu as la partie mécanique, tu as la partie électronique. Ça touche vraiment beaucoup de champs. Toi, c'est quoi la partie que tu préfères dans ton job? Alors moi, la partie que je préfère dans mon job, en fait, c'est la partie qui vient après le diagnostic. Donc, c'est de rendre un véhicule qui soit conforme au client. Ok, donc tout simplement que ce soit toi qui aies trouvé la panne de A à Z et que tu sois en mode grâce à moi, entre guillemets, la personne elle repart avec son véhicule. Voilà, c'est ça. Et me dire que aujourd'hui 3 voitures sont arrivées en panne et je rends 3 voitures qui ne sont plus en panne au client. Avec les nouvelles technologies, on a des choses embarquées maintenant dans les voitures, dans les véhicules qu'on n'avait pas il y a 5 ans. Et je pense que dans 5 ans, ce sera pareil par rapport à maintenant. Toi, ça te fait apprendre en permanence finalement sur les véhicules. Est-ce que tu penses que c'était plus facile ou plus difficile avant que maintenant de faire le métier que tu fais? Alors ce que tu me poses comme question, c'est une super question auquel en fait il est super difficile de répondre. Tous les anciens mécaniciens ou les personnes qui ne connaissent pas forcément la mécanique vont te dire ouais, les moteurs, il y avait moins d'électronique, c'était plus simple avant. Et en fait, pour nous qui sommes techniciens, mécaniciens, eh bien, c'est complètement l'inverse parce que moi, aujourd'hui, je ne suis pas formé sur des choses qui existaient avant. Donc pour moi, je suis incapable de réparer une voiture qui est dite ancienne parce qu'il y aura des fonctionnalités auxquelles moi, je n'ai pas été briefé. Donc c'est pour ça d'ailleurs qu'il existe des diplômes orientés vers la mécanique de voitures anciennes. Pour finir, Simon, comment tu présenterais ton métier aux gens qui nous regardent, ton métier de mécanicien auto? Comment je pourrais le présenter en fait Aujourd'hui, moi, je suis plus vraiment mécanicien. Je suis plus en fait un technicien et je m'oriente beaucoup plus sur de la technicité. Ça veut dire que je vais beaucoup moins mettre les mains dans le cambouis, comme on appelle ça. Et c'est un métier qui est passionnant puisque tous les jours, il y a des innovations, des mises à jour, des nouveaux éléments, des nouveaux organes. Et en fait, nous, on grandit chaque semaine, chaque formation sur des nouvelles technologies. Eh bien, écoute, merci beaucoup Simon pour tout. On a découvert ta formation, le côté théorique, le côté pratique, ta voix, c'est nickel. Est-ce que ça t'a plu? Oui, c'était très bien. Vous pouvez revenir quand vous voulez, les portes sont grandes ouvertes. Eh bien écoute, tu fais bien de le dire parce que moi-même j'ai une Citroën, j'ai un DS4 et je vais juste parler parce que je dois peut-être l'upgrade en fait. D'accord. Je vais négocier, merci beaucoup. N'hésite pas. Ça roule, vas-y, ciao. Salut. Alors, laquelle je vais me prendre moi? Peut-être celle-là, la DS4 Crossback, là c'est la nouvelle gen. C'est parti. Oh là là, j'irai June chez vous, il est bon, il est juste là. Merci June d'avoir fait cette petite vidéo qui du coup, une vidéo interview qui est sponsorisée par Opco Mobilité et nous avons quelqu'un juste à côté de nous, Céline, chargée de formation alternance chez Opco Mobilité. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, on va rebondir sur cette vidéo incroyable, Géjo au monteur et Alain Carnan. Ah, l'autre fille était très bon sur le montage. Non, mais franchement, je trouve que tu as été hyper concis dans tes questions. C'est pas toujours évident d'aller à la découverte d'un métier de quelqu'un et d'essayer d'englober le maximum d'informations tout en rendant ça accessible. Donc GG, c'est cool. Et ça nous a permis du coup de découvrir le parcours de Simon. Du coup, Céline, on suivait Simon actuellement en alternance. Quels sont les différents métiers du secteur auxquels il pourra accéder plus tard ? Alors, Simon, c'est vrai que là, actuellement, il est technicien en alternance. Donc, merci Simon, d'ailleurs, pour ce beau témoignage. Donc là, en fait, si Simon souhaite évoluer, il pourrait peut-être évoluer vers des métiers plutôt d'encadrement, donc de chef d'atelier, de cadre technique d'atelier ou de technicien après-vente. Donc ça, ce sont des possibilités. Après, il peut aussi se mettre à son compte, travailler en tant qu'indépendant. Sur ces métiers, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'artisans et de plus en plus de personnes se lancent vraiment très jeunes sur ces métiers. Donc ça peut être une piste. Ensuite, il faut savoir vraiment qu'il existe plus d'une centaine de métiers qui sont liés à la vie d'un véhicule. Donc, on va avoir plusieurs domaines d'activité. On va retrouver donc les domaines, les métiers liés au commerce, donc à la vente, à la réception, la réparation, donc automobile, la moto, voilà.
les vélos. On va retrouver aussi les métiers donc, liés donc, dans les centres aussi rapides. Les contrôles techniques, les démolisseurs, les recycleurs. Alors c'est vrai que c'est assez large, les stations-service, les stations de lavage, les parcs de stationnement et aussi les loueurs de véhicules. Donc les écoles de conduite, je pense que je ne les ai pas citées. Donc c'est vrai que c'est assez large. Et la carrosserie peinture, effectivement. Stéphane, il disait justement, ils avaient du mal à recruter des carrossiers et pourtant que le métier en lui-même payait très très bien et qu'ils étaient en dèche de carrossiers aussi. Donc, oui. Très bien, très bien. Alors, est-ce que, là, j'évoquais le métier de mécanicien, par exemple. Est-ce que tu as des précisions, du coup, par rapport à ce métier? Comment tu présenterais d'abord le métier de mécanicien? Et au niveau des formations, qu'est-ce que vous proposez chez Opco Mobilité pour ce genre de métier et les autres métiers? Alors, nous, on ne va pas proposer forcément des formations, puisqu'on est organisme aussi financeur. Donc, pour présenter et peut-être compléter un peu ce que Simon a dit, donc lui, il est technicien. Il va passer donc, le relais à des mécaniciens experts qui vont donc s'occuper de l'entretien du véhicule et de la réparation. Donc, ils vont donner un avis professionnel. Ce qui demande en fait d'avoir aussi donc de multiples compétences, notamment en hydraulique, en électricité ou aussi en informatique. Donc, c'est une personne qui est indispensable, qui va tisser des liens, une relation de confiance aussi avec le client, parce qu'il va faire des recommandations professionnelles également. D'accord, très bien. Il y a une vraie évolution technologique. Moi, j'entends parler aujourd'hui de gens qui vont plutôt intervenir sur des logiciels, même dans des voitures. Du coup, comment le secteur évolue en même temps que ces avancées technologiques? Comment vous réadaptez aussi vos formations par rapport à ça? Nous, on s'adapte. Donc, en fait, on finance les formations qui sont nécessaires justement aux nouvelles mutations. Et donc, l'Opco Mobilité a vraiment cet objectif donc, de s'adapter et de financer les formations et d'accompagner les entreprises et les alternants sur ces nouveaux métiers. D'accord. Et d'ailleurs, question simple, c'est un secteur qui recrute ou pas? Alors oui, c'est un secteur qui recrute. On a eu en 5 ans une progression des emplois. Donc, il y a eu 27 000 emplois supplémentaires en 5 ans qui sont créés. Et avec la crise sanitaire, dans le commerce et la réparation, on a eu une progression de 0,3%. Ça correspond à peu près à 1000 salariés. Donc, depuis décembre 2019. Donc, c'est un chiffre quand même assez positif. Alors, en parlant de chiffres, on a vu donc Simon en alternance dans le reportage. Est-ce que tu as des chiffres, par exemple, sur les alternants dans ce secteur-là? Alors, les alternants dans ce secteur, c'est en 2020-2021, c'est 62 000 alternants. Ah ouais. Donc, c'est quand même, je dirais un beau chiffre. C'est par rapport aux apprentis, 72% donc, des apprentis qui sont recrutés dans les 7 mois à l'issue de leur formation. Et sur le territoire, donc c'est 400 établissements de formation. Donc, il y a possibilité vraiment de se former sur tout le territoire, notamment dans les centres de formation des apprentis. Ok. Et c'est quoi la plus-value de se former finalement en alternance? Moi, j'aurais tendance à dire c'est d'avoir à la fois les mains dans le cambouis et puis aussi d'avoir la formation diplômante. Mais est-ce qu'il y a d'autres points de vue à ce propos? Il n'y a que des avantages, moi je dirais, à se former en alternance. Donc j'annonçais un chiffre tout à l'heure, mais en globalité, c'est 75% sur l'Opco Mobilité des alternants qui sont recrutés à l'issue de leur formation, réellement. C'est en fait donc pour le jeune ou le candidat à l'alternance la possibilité donc de se former, de se professionnaliser, de pratiquer et de voir donc en théorie en cours et de pratiquer en entreprise. Il apprend plein de choses. Il va avoir donc des compétences en plus. C'est ce qu'il pourra aussi mettre en avant sur un CV. Donc ça, c'est toujours un plus. Je dirais que c'est un dispositif qui est gagnant-gagnant aussi parce que l'entreprise s'y retrouve. Quand l'entreprise prend un jeune, on va dire, en alternance, pour elle, c'est une main-d'œuvre qualifiée qui lui coûtera du coup moins cher. Et c'est quelqu'un qu'elle pourra donc former à sa culture d'entreprise, lui donner ses valeurs, lui inculquer tous les savoir-faire en fait de l'entreprise. Ça de moins à apprendre à l'embauche. Voilà. Aussi, et elle, ça lui permet aussi donc de renforcer ses équipes et puis d'anticiper ces mutations. Donc
c'est vraiment un plus. Et c'est vrai que, bon, je pense que vous avez entendu parler aussi des aides exceptionnelles dans le cadre du plan de relance de l'État. Et là, aujourd'hui, pour un jeune qui fait un contrat d'apprentissage, un jeune de moins de 21 ans, on a quasiment, avec les aides, 100% du salaire qui est couvert. Donc c'est vrai que, en ce sens, je veux dire, c'est un avantage pour tout le monde. Effectivement. Ken, tu avais envie de rebondir là-dessus? Ouais, je suppose qu'il y a un très gros taux de conversion derrière comment les formations et les alternances vers l'emploi en entreprise, non? Dans le secteur de la mobilité. C'est vrai que déjà les formations sont professionnalisantes, donc on peut partir déjà tout de suite du CAP, faire un bac pro, ensuite un BTS, une licence. Donc là on a vraiment tout de suite la possibilité, on est déjà sur un métier, on se spécialise tout de suite. Donc on va avoir les véhicules particuliers, les véhicules industriels, la motocycle. En parallèle on a aussi les métiers du vélo. Donc là, on a peut-être un peu moins de formation sur les métiers du vélo. On est plus sur des titres à finalité professionnelle, comme des postes de conseiller technique cycle ou de mécanicien, par exemple. Ouais, mécanicien, monteur. Voilà. Et là, on a vraiment un engouement justement aussi sur les métiers du deux roues, sur la vente, puisque depuis le Covid, ces mobilités se sont accrues, ces mobilités individuelles, donc on a de plus en plus d'usagers. Plus de demandes, c'est devenu de plus en plus populaire. Il y a quelqu'un dans le chat qui nous demande, est-ce que c'est ouvert à tout le monde, même un ingénieur Bac+5 ? Après, comme disait Simon, moi je dis, Simon est un bel exemple, c'est une reconversion. Pour lui, il était dans la banque, donc effectivement rien à voir. C'est ouvert à partir du moment où on est motivé et puis même passionné. Il y a des personnes qui sont qui font ça à côté, qui ont toujours fait ça depuis qu'ils sont jeunes. C'est vraiment ouvert à tout public à partir du moment où on aime ce qu'on fait. Alors, cette même personne pose une question un peu plus, un petit peu plus loin dans ses questions, j'ai l'impression que ça l'intéresse. S'il a un Bac+5 ingénieur, je pense que c'est son cas, est-ce qu'il doit refaire un diplôme Bac+2 du coup ? Dans l'idéal, oui. Après, ça dépend de son niveau de spécialisation, ce qu'il a envie de faire. C'est vrai qu'il faut quand même au moins revoir les bases. Donc après, il y a, par exemple, si c'est dans la mécanique auto, il y a du BTS en maintenance des véhicules qui existe. Et puis après, en fonction des choix, des spécialités, soit sur le véhicule transport routier, soit sur la voiture particulière ou la moto, par exemple. Il ne peut pas tout revalider en alternance, s'il veut, je sais pas, devenir mécanicien, il a quand même des notions d'ingénierie déjà développées, essayer de développer toutes les compétences peut-être matérielles de pratique directement en alternance en entreprise et déboucher vers un métier. Il n'y a pas forcément besoin du diplôme pour obtenir certains métiers, non ? Besoin, moi je dirais que si, puisque c'est important, je pense, d'avoir au moins les notions, puisqu'entre ce qu'on fait à côté et puis les évolutions, on a besoin d'être au fait de ce qui se passe aujourd'hui. Et en fait, l'avantage de l'alternance, c'est vrai que c'est des rythmes, ça va être 2 jours de cours, 3 jours en entreprise, oui, c'est ça. Ce qui fait qu'on n'a pas l'impression d'être en cours forcément. Donc oui, c'est important de faire un cursus en alternance et ça se fait effectivement à tout âge. Dans le cadre de Simon, c'était un CGP. Il avait fait un Bac+5 en gestion de patrimoine, donc vraiment rien à voir. Rien à voir. Et il m'a dit, j'ai eu ma voiture et j'ai commencé à l'ouvrir parce qu'il y avait un souci et j'ai commencé à kiffer et je me suis dit qu'est-ce que je fous dans un bureau et du coup il est pas mais c'est fou hein. Et après il s'est dit en fait non, je veux juste faire de la mécanique, donc tu pouvais pas transposer les connaissances qu'il avait à la technicien de maintenance, c'est pas du tout la même chose. Maintenant lui franchement pour être honnête, il avait l'air hyper épanoui quand je suis arrivé et tout, il était super content, il nous a tout montré. Enfin, c'était une super expérience, même pour moi, parce que je ne connais rien en mécanique. J'ai fait génie mécanique et électronique à l'école, mais ça ne touche pas à la mécanique. Oui, bien sûr. Vois, voilà. Oui. Mais ouais, et en plus ça remonte. Mais
Mais à part ça, vraiment, pour moi aussi, c'était de la bonne découverte. Tu vois, il y a des trucs, évidemment, on a beaucoup plus d'images que ce qui est passé dans le reportage. Mais tu vois, il nous a montré les outils, la manière dont il travaillait. En fait, ce que je voulais poser comme question, c'est est-ce qu'il n'y a pas moyen d'avoir des formations accélérées? Je sais que certains ingénieurs ont subi des cursus avec déjà une densité de cours, une densité d'apprentissage qui est très très élevée. Ils ont des capacités d'apprentissage fortes. Revenir à 2 ans d'apprentissage en BTS ou en bac professionnel ou en CAP, là où peut-être avec de la volonté, ils pourraient tout compresser en 6 mois, eh bien voilà, ça me semble c'est possible de faire des parcours adaptés. Voilà, des parcours sur 1 an, sur 6 mois. Voilà, d'accord, c'est ça que je voulais poser comme question. Du profil de la personne, c'est tout à fait possible. Parce que quand tu es en reconversion, t'as pas... C'est un peu difficile de te dire, tu vas relancer 1 an. Tu vas remettre 2 ans, voire 3 ans. Hein. Parfois, il y a des reconversions qui peuvent prendre dessus en suivant un cursus, sachant qu'on sait très bien que les cursus post-bac ou même en cours de bac, souvent, c'est des cursus, il n'y a pas une densité de cours énorme, souvent pour laisser le temps aux étudiants de travailler à côté pour pouvoir, ou de faire des alternances, etc. Donc, des formations accélérées, des diplômes accélérés, c'est toujours intéressant, surtout qu'on a vraiment la volonté de changer de voie et de switcher de voie comme ça. Puis pour faire une alternance, le minimum, enfin les prérequis, c'est 6 mois. Tout à fait. Donc 6 mois, voilà, il y a possibilité de faire des formations assez courtes. Bon, bah, c'est très cool. Il y a quelqu'un dans le chat, donc Gara Campus, qui dit que justement son campus travaille avec Opco Mobilité et qu'il y a des recruteurs qui viennent directement sur son campus. Je trouve ça plutôt cool. Donc voilà, si vous n'étiez pas au courant, c'est un secteur qui recrute. Merci beaucoup Céline d'être venue nous parler justement de ton métier et puis de toutes ces possibilités de reconversion aussi. Donc c'est chouette. On va se quitter. Je te réinvite du coup à te diriger par là, si tu rentres par là. Okay. Merci beaucoup. Merci beaucoup June aussi pour cette vidéo. Junpei, on te retrouve la semaine prochaine, je crois, non? Bah, si c'était pas prévu, mais pourquoi pas, Non, mais je veux dire, dans un petit sujet, c'est ça. Dès demain, je vous préparerai un autre sujet, toujours en liaison avec Opco, et que vous retrouverez dans Let's Go la semaine prochaine avec un autre métier de la mobilité. Sachant que tu es passé de Barcelone à Arras, c'était à Arras le tournage. Et là, ce sera Arras dans le 77, donc c'est ok, quoi. C'est à côté. Mais oui, il fera certainement un temps nul. Merci de mouiller le maillot pour cette émission. Merci beaucoup, mon bon June. Je vais me diriger vers le garage avec Alison où on va retrouver Cyprien qui va nous parler de son travail. Oh, il y a Franck dans le chat. Coucou les copains. On fait des gros bisous, mon pote. Salut Franck. On a un petit panneau comme ça pour se jeter sur le... Regarde. Alors, on se retrouve dans le garage. On arrive. Je pense que c'est Mathildane qui a l'oreillette. Vas-y, envoie, je t'entends. Vas-y, Marie. Pas de souci. Est-ce que... Si oui, dites-moi en régie. Bonjour, comment il va ? Bonjour. Salut. Oh là là, c'est incroyable. Alors, je retrouve Cyprien, on se voit plusieurs fois par semaine maintenant, puisque j'ai eu la chance de monter avec toi en taxi, puisque tu es... Viens avec nous comme ça, je pense que c'est plus facile pour le cadreur. Taxi moto, et c'était incroyable comme expérience. Et je voulais absolument que tu ramènes ta moto en émission pour qu'on puisse voir à quel point c'est gigantesque. Et surtout, ça se faufile entre les voitures, c'est fou. Est-ce que tu peux nous raconter du coup ton quotidien de taxi moto ? Merci à toi d'être venu. Il est à l'aise, ça va. Je l'ai briefé. Non, du coup, oui, taxi moto, moi depuis... Attends. Je vais vérifier, il marche pas, est-ce qu'il est allumé, J'ai rien fait. Alors, il ne le capte pas. Donc il est allumé en régie. C'est bon, vas-y, réessaye. Est-ce qu'on est T'entends pas ? Non. Est-ce que tu veux que je débranche mon... Je vais lui donner mon... Ouais, t'es sûr ? Ok. Meuble. On s'arrange. Donc j'ai eu l'occasion de monter. Il faut savoir que c'est via l'application Uber, tout simplement, qui propose une section moto, mais il y a tout un tas d'applications pour ce genre de service-là. Bon, l'avantage premier, c'est la rapidité, c'est-à-dire que j'ai pu traverser Paris en 20 minutes, là où en bagnole, clairement, j'aurais mis 3 fois le temps requis. Et t'as pas eu peur ? Non. Oh, ah non, c'est trop bien.
C'est beaucoup trop bien. Déjà parce que t'as l'arrière. C'est un canapé quand même. C'est un canapé, le siège est chauffant. Et t'as ton petit derrière qui est sur un siège chauffant, c'est trop bien. T'as les gants chauffants. Il y a l'intercom entre les casques. Donc on a pu discuter, on a même pu parler de Fabio Quartararo et même d'e-sport. Et puis t'as pu me raconter aussi ta moto, le fait que tu partais avec les enfants le week-end pour leur faire un peu kiffer les balades. Donc du coup, raconte-nous un peu ton quotidien de taxi-moto. Le quotidien de taxi-moto, c'est comme le décrire, voilà. Tout en respectant les limitations de vitesse et la réglementation, bien sûr. Mais l'équipement non, sinon, aussi. Des personnes que tu embarques, c'est-à-dire que tu nous mets quoi, grosso modo, comme équipement? La prise en charge se fait déjà en questionnant le client, savoir est-ce qu'ils ont l'habitude ou non de la moto. Parce qu'en tant que passager, forcément, c'est pas donné à tout le monde. C'est tendance à vouloir s'accrocher. Ouais, j'allais demander si tu as déjà eu des situations de gêne avec des femmes, par exemple. Moi, j'étais comme ça, je ne voulais pas le toucher. Moi, j'ai des copines qui me disent moi, je prends pas parce que le mec, je le connais pas, j'ai pas envie de m'agripper à lui. Alors, bien évidemment, que tu n'es pas forcément obligé de t'agripper à quelqu'un, mais ça, elles ont cet a priori-là dans la tête. Quoi. Beaucoup de gens, en fait, arrivent et ont tendance à faire ça. Non, vous vous asseyez comme dans un fauteuil, il y a un grand dosseret, on peut présenter en même temps. Vas-y, tu peux le montrer, bien sûr. Max, est-ce que tu veux montrer donc, hop. Moto, elle est incroyable. Je veux l'essayer, je veux tout, je sais pas si j'en Voilà, il y a un grand dosseret, donc clairement les clients sont installés bien confortablement, ils calent leur dos, il y a les poignets sur les côtés, et en fait ils n'ont plus qu'à profiter d'admirer le paysage et de se laisser conduire. Bien sûr, je t'en prie, Max. De toute façon, elle est sur le béquille là. Ouais, alors attends, parce que si tu montes en passager, je suis grand, je me débrouille. Oh. Qu'est-ce qu'on est bien installé. Et franchement, je vous jure que... On est yardal. Sachant que tu as la petite jupe, on te met une énorme veste avec un airbag, une coque. Enfin, c'est vraiment ouf, quoi. Regarde, j'ai le bavoir, là. C'est magique. Tu peux manger ton sandwich. Tout est bon. Et au niveau des casques, c'est quoi? C'est modulable avec Charlotte ou c'est... ouais. Donc Charlotte. Pour l'équipement, il y a plusieurs intérieurs de casque pour s'adapter au plus grand nombre, voilà, du XL au S. Oh oui. Le blouson avec toutes les protections et le gilet airbag, ça, c'est pas obligatoire, ça fait pas partie des équipements obligatoires, mais indispensables. Et ça rassure. En sécurité, ça rassure. Ça rassure vraiment. J'étais un épouvantail à la fin, mais je me suis dit, au pire, il m'arrivera rien. Parce que si on tombe là, je sentirai rien, quoi. Donc, non, on était hyper bien. T'avais essayé par hasard, toi, le taxi-moto? C'était vraiment un choix? Alors j'avais déjà fait et j'avais un très bon souvenir, mais ça a achevé de me mettre hyper à l'aise sur le fait que déjà c'est hyper stable. C'est genre, t'es trop bien installé, tu peux vraiment te détendre, quoi. J'étais pas en mode, j'ai peur, je vais m'agripper. T'avais pas une conduite agressive non plus, et pourtant on allait très vite. Je suis arrivée vraiment à l'heure de chez l'heure. C'était honnêtement que des avantages. Donc j'ai trouvé ça trop cool. Et du coup, comme tu as eu tu as eu plusieurs vies dans ta vie, j'ai cru comprendre que tu avais fait un peu de mécanique, que tu avais eu l'occasion même de rencontrer des personnes peut-être que vous avez en commun. En commun, peut-être sur circuit. Ouais. C'est très possible. Tu as même fait un petit peu de piste, non? Oui. Raconte-nous un petit peu. Pour expliquer le parcours, voilà, moi j'ai toujours été passionné de voitures, de motos. Mon père travaillait chez Citroën et comment dire, donc voilà, très tôt, fallait que je fasse mon métier en rapport avec la moto ou l'automobile. Et donc j'ai commencé en tant que mécanicien moto. Donc j'ai fait mes études, je suis allé jusqu'au bac pro, etc. Et toujours passionné de moto. J'ai fait mes premières approches avec le motocross. Donc ça c'est mes premiers amours, on va dire. Et puis après, l'arrivée sur la piste. Donc j'ai passé mon permis à 18 ans, première moto, un Bandit 600. Donc, que j'ai vendu il n'y a pas longtemps à contre-cœur. Ça a été dur. Mais bon, la voie de la raison, hein, maintenant, il y a les enfants. Donc, petite famille recomposée de 5 enfants. Et du coup, je profite avec les 3 plus grands qui ont 8, 10 et 12. D'aller faire régulièrement du Piwi, 50, 80, du quad. Donc ça, c'est top. Ouais. Et puis, ils aiment ça. Ils sont plutôt doués. Et puis, j'imagine rassuré aussi d'avoir quelqu'un qui sache leur expliquer. Ouais, puis je me suis découvert ce côté un peu formateur et pédagogue qui était sympa en fait. Donc, j'ai pris plaisir vraiment à leur apprendre
pour autant s'enrouler, tu vois, mais juste expliquer, bien sûr. décomposer les mouvements, etc. Et tout ça en sécurité. Donc ouais, c'était top. Ouais, vraiment. Je sais pas si on m'entend. Peut-être tu répéteras ma question. Là, c'est une grosse moto. Il y a énormément de rangements. Comment ça se passe? Parce que tu as énormément du coup de clients avec des morphologies différentes. Du coup, des têtes différentes. Un seul casque ne peut pas aller à toutes les personnes. Tu as combien de casques là-dedans? Alors, j'ai qu'un seul casque. Et comme j'expliquais tout à l'heure, en fait, il y a plusieurs types de casques. Donc ça, c'est le blouson. Hop. Ouais. Il y a le blouson plus le gilet airbag. Voilà. Avec les sangles qu'on ajuste en fonction de la morphologie. Donc déjà, ça permet de s'adapter au plus grand nombre. Et ensuite, le casque. Donc la Charlotte. Et l'intérieur du casque, en fait, on rajoute une... On passe du S au XL et puis on peut s'adapter. Tu rétrécis le casque en fonction du client. C'est ça, c'est un réducteur. Donc le gel hydroalcoolique, bien avant le Covid. T'as pas rétréci la mienne, grosse tête. Comment? T'as pas rétréci le casque pour moi, je crois. Hein? Si. Non, ouais. ouais, pas sûr. Hein. Ils disent, oh là, XXL, celle-là. C'est parti. Les gants chauffants. Les gants, une dinguerie. Hein. Ouais, la petite écharpe pour ceux qui aiment pas. Les frileux et les frileuses. En gros, vous aurez exactement. Ah ouais, non. Non. C'est vrai. Non, totale sécurité, conduite, voilà, très pro parce que la conduite c'est un métier, mais c'est aussi une passion avant tout. Donc. On se retourne. J'ai aussi la Sono sur la Goldwing, on peut lui faire de la concurrence. Et je vois que tu as aussi encore 2 valises sur les côtés. Ouais. Tu peux y ranger il y en a une tonnes de choses, j'imagine. Mon bazar, on va pas montrer à la caméra. Non, mais sinon après, voilà, c'est une autre partie de l'équipement. Là, j'ai le tendeur justement parce qu'on peut charger des valises aussi quand on récupère les clients de l'aéroport. Voilà. Tu les mets au-dessus, mais ceux qui ont du 3, 4, bon, ils prennent une voiture, tu me dis. Oui. Alors voilà, on a une certaine. Pour une personne, en fait, on peut quasiment tout faire. C'est-à-dire que j'ai des clients, on s'est déjà retrouvés sur leur, avec leur permission, bien évidemment, mais une valise soute, donc jusqu'à 20, 22 kilos. Des grosses valises, quoi. Sur le top caisse, une valise cabine sur les genoux, voilà, et un sac de sport à l'intérieur. Donc voilà. Assez pour une personne qui voyage. On peut le faire sans problème, on peut charger sans problème. Et je peux vous garantir que vous aurez votre avion, ça, il n'y a pas de souci, c'est aussi le gros avantage de rouler en taxi-moto. Moi j'ai une question qui fâche un peu. T'as déjà eu un accident avec en taxi-moto, en clientèle, jamais. Jamais, ok. Touche on du bois. touche la tête, voilà. ça, voilà. Okay. J'en ai eu une fois, une voiture qui m'a coupé la route seule. Ouais. Dans toute ma vie de motard, j'ai été plutôt chanceux. J'ai eu 2 accidents avant celui que j'ai cité là en Goldwing. Mais j'imagine que tu fais très attention avec tes clients, etc. Mais c'est vrai que souvent, ça vient pas forcément de soi. C'est l'anticipation des autres. Donc c'est vrai que ça peut faire peur, surtout que tu roules dans Paris et que c'est bien sûr. Du trafic. Donc c'est vrai que c'est des questions aussi que vont peut-être se poser des gens qui ont envie de passer le pas et se dire il doit y en avoir tout le temps. La preuve en est que tu réponds que non. Donc c'est aussi rassurant. Après, en tant que motard, il y a vous allez être d'accord avec moi, mais on développe un espèce de 6e sens. C'est-à-dire, voilà, il y a des gens qui ont un comportement accidentogène ou voilà, qui font n'importe quoi. Un vieux. On arrive un peu à le sentir, ce genre de choses. Et voilà, c'est marrant parce que des fois, même, c'est déjà arrivé en clientèle où je suis en train d'échanger avec le client ou la cliente. Et puis, il y a une voiture qui déboîte, donc faire un évitement tout en continuant la conversation. En fait, voilà, en fait, le client derrière est un peu surpris, un peu peur, mais moi, je suis dans tellement l'habitude. Enfin, c'est voilà, on sent en fait ce genre de comportement. Le fait d'être taxi-moto et d'être sur une Goldwing, c'est, j'allais dire, le cliché. Il y a d'autres motos possibles quand tu veux être taxi-moto ou vraiment c'est la meilleure, faut prendre que celle-là et fin, pourquoi tu y réfléchis? Alors, il y a vraiment 90 ou 95% des taxi-motos qui utilisent la Goldwing parce que c'est de la valeur sûre, c'est la plus fiable, c'est la plus efficace. Ils ont fait une petite erreur, entre guillemets, en 2018 quand ils ont sorti cette version-là, en réduisant le top case, on ne pouvait pas mettre de casque à l'intérieur. Enfin, beaucoup moins adapté au métier de taxi-moto. Et là, ils ont corrigé le problème avec celle-ci, la 2021, top caisse plus large, amélioration au niveau de
de la gestion moteur, de la sono, enfin les quelques petits défauts. Et puis voilà, donc non, ça reste la base. Après, il y a la BM, la K16. Ouais, ce que j'ai dit, la Quelques K1600. collègues qui utilisent et qui en sont contents aussi. C'est les deux qu'on retrouve le plus souvent, en tout cas, sur Paris. Mais d'ailleurs, la K1600, elle était ressortie quand ils avaient sorti celle-là en 2018, et c'est pour ça qu'on a refait celle-ci. Ouais, après, voilà. Tu peux nous montrer un peu le tableau de bord, entre guillemets, parce que tu vois, en général, sur une moto, c'est quand même assez simple. Là, c'est un ordi. Tu as ta vitesse, tu as les kilomètres que tu as fait et ta vitesse engagée est terminée. Là, c'est un autre délire quand même. Tout l'équipement moderne, hein. Il y a l'Apple CarPlay, le GPS, le système de sono embarqué. C'est une voiture. Là, voilà, il y a la navigation, la connexion Bluetooth avec le téléphone. Enfin, il y a tout l'équipement moderne. Vraiment, là-dessus, on est sur une bagnole. Hein. On est sur une bagnole. Une bagnole avec 2 roues, quoi. Voilà, clairement. Tout le confort, les sièges chauffants, ça, Oh oui, si, t'inquiète. Elle en a parlé direct. Moi, c'est vraiment le truc que j'ai retenu. J'ai eu le cul au chaud et ça régale. Consomme de fou, non? Non. Alors, celle-ci, ils ont entièrement revu la gestion électronique. Et c'est assez impressionnant parce que, selon comment on roule, bien sûr, dernièrement, là, j'ai frôlé les 5 litres. 5 litres 0,5 de conso. Sinon, en moyenne, vraiment très raisonnable. 6 litres en gros en moyenne. Et la moto coûte 36 000 €. Oh, t'inquiète, on en a vu une à 64 000 €. 64 000 € tout à l'heure, ok. On est bien. La Bimouko. C'est vrai que ça paraît très cher dans le monde de la moto. Bon, mais pour ton métier, ouais. Mais par rapport à toute la technologie et par rapport à tout ce que ça représente, parce qu'on a la suspension pilotée, enfin on a plein de choses. On se dit non, au niveau de l'équipement, en bagnole, il faut compter 60-70 000 €. Puis c'est ton métier, donc en plus, là, on a vu Maxildan, la grande perche, se hisser sur la moto. Super bien dessus, mais c'est vrai que j'avais déjà regardé des tests justement sur YouTube, tu vois, de journalistes qui ont plutôt l'habitude de tester des motos sportives. Et quand ils testent une Goldwing, souvent ce qui ressort, c'est je m'attendais à ce que ce soit un tank. Et en fait, c'est hyper maniable. C'est facile à conduire alors que ça n'en a pas. Alors, c'est facile, mais après, à l'arrêt, moi, j'avais testé celle de 2018. Et justement, je n'ai pas trop l'habitude. C'est un bœuf. En fait, à l'arrêt, faut juste que tu anticipes les pieds. Encore, moi, ça va, je suis grande. Je pense il y avait Lily, Lil Viber, qui était avec moi, qui est toute petite. Et elle, avec son 1m58, c'était plus compliqué. Quand ça roule, ça va. Après, quand ça roule pas, c'est le genre de truc, très sincèrement, moi, manœuvrer ça dans Paris, un peu à l'arrêt entre les voitures. Je fais de la piste, je fais pas du gymkhana. Donc, ça n'est pas trop le genre de truc que je vais rouler. Mais... Est-ce que tu as les pieds qui touchent le sol, là, quand même, quand tu... Non, mais tu vas monter. Tu vas monter. Oui, je vais monter, mais peut-être pas en live déjà parce que j'ai pas d'équipement. Donc je vais aller m'équiper et puis peut-être après. Tout est là-dedans, Mais non, c'est vrai que c'est une belle machine et je comprends que quand c'est ton métier, tu te dis effectivement c'est ça qu'il me faut parce que c'est ce qui met en sécurité les gens derrière moi. Après, quand tu commences à être en famille aussi, tu peux te dire c'est finalement la meilleure moto pour emmener femmes et enfants. Après, c'est vrai que ça a quand même cet aspect... Voiture de daron, quoi. Enfin, moto de daron, pour le coup. Tu vois, t'as dit voiture, mais en même temps, c'est tellement... Là, si tout de suite, je disais, OK, c'est pas ton métier, t'es pas taxi-moto, tu dois prendre une moto n'importe laquelle, tu as 30 000 €, donc beau budget. Tu prends pas une Goldwing. Oui, si tu prends ça, c'est que t'es un daron. Ça dépend pour faire quoi, tu vas faire la route. Tout dépend pour faire quoi. C'est vrai que, alors tu dis les enfants, effectivement, j'ai emmené ma fille, moi, à partir de 3 ans et demi, elle était bien. Mais madame enceinte aussi, c'est très confort, ça suffit très bien. Mais pour faire des road trips avec madame, c'est l'idéal. Mais bien sûr. Clairement. Donc voilà, pour le plaisir de conduite seul. Je suis tenté de dire quand même, parce que malgré les apparences, c'est pas un tank. C'est quand tu veux envoyer la moto, surtout celle-ci, parce que moi j'ai roulé avec les anciennes versions, les 2014, 2016, etc. Ça n'a rien à voir. Celle-ci, elle a une tenue de route qui est exceptionnelle. Vraiment, le freinage. J'aurais pu sortir mon tel, honnêtement, et faire des réus dessus. J'aurais pas vu la diff. Je rigole même pas. Ça file tout droit, quoi. J'ai des clients qui sont dans la continuité de leur bureau. Ouais. Vraiment, j'équipe, toujours en call, en conférence. Et puis voilà, c'est. T'en as, ils s'appellent que toi d'ailleurs. Maintenant, ils ont ton numéro, ils passent que par toi, sans plateforme. Bien sûr.
Moi. Voilà. Je l'ai appelé une heure avant, j'ai une course, tu peux être là. T'as des anecdotes un peu particulières justement de gens qui te disent maintenant j'appelle que toi parce que je suis tombé sur des gens peut-être avec qui je me sens moins en sécurité ou qu'on fait des dingueries. Il y en a eu malheureusement comme dans tous les métiers, voilà, il y a des brebis galeuses partout, mais voilà. Ce qui plaît, alors encore une fois, c'est une question, on est en moto, donc la confiance et le feeling, c'est primordial. Donc voilà, si le contact et le feeling passent bien et que la conduite suit derrière, c'est ok. Et puis j'ai plein de clients qui me suivent depuis des années, que je remercie d'ailleurs. Non, ça fait plaisir, même durant le Covid. Certains m'ont appelé pour prendre des nouvelles. Ça fait chaud au cœur. Bien sûr. Et voilà, on n'est pas. En fait, on n'est vraiment pas qu'un chauffeur. Voilà, j'ai plein de clients qui m'appellent pour tout un tas d'autres services. J'ai oublié mon portefeuille en Dordogne. Est-ce que tu peux faire quelque chose pour moi? J'ai une solution. Okay. Vraiment. Oui. Non, j'apporte des solutions beaucoup plus que sur cette notion de transport. Et bien sûr. De trajet d'un point A à un point B, quoi. Non, plus c'est vraiment, c'est du sur-mesure. Il y a un autre taxi-moto que j'ai eu l'occasion de prendre qui roulait dans la même, avec la même Goldwing mais d'une autre année, qui me disait on se reconnaît entre nous. En général, quand tu as une Goldwing, c'est quand même pas mal d'années de métier derrière. Et justement, sur des plateformes comme Uber, etc., il y a aussi des nouveaux jeunes chauffeurs qui arrivent avec des scooters électriques, etc. Quels sont les prérequis qu'on vous demande quand vous vous présentez justement sur ces applis-là? Est-ce qu'on vous demande tant d'années d'expérience, des formations particulières? Alors en soi, au niveau de la réglementation, pour avoir la carte professionnelle, tu peux passer l'examen de taxi-moto juste après ton probatoire. Ok. Donc ça, c'est une chose. Après, pour exercer le métier, ça bloque au niveau des assurances. Les assurances te demandent au minimum 5 ans, avoir 25 ans ou 5 ans d'assurance gros cube. D'accord. Ça, voilà. C'est un peu la différence entre la partie administrative, au niveau de l'administration et la réalité. Mais grosso modo, c'est ça. Voilà. 25 ans et 5 ans de permis. Vous ne montrez pas de blanche, quoi. C'est ça. Après, comme à chaque fois, même t'as beau avoir 40 ans et 15 ans de permis, c'est pas pour autant que tu conduis bien. Voilà. Donc, n'est jamais à l'abri. C'est une question de bon sens aussi. Voilà. Comment chacun respecte son client aussi, et la personne qui va derrière. Savoir s'adapter aussi à la personne. Il y a des gens qui ont peur. Bien sûr. Voilà, j'ai même emmené des mamies qui avaient presque 75 ans, donc on n'a pas la même conduite forcément. Au moment où je montais avec toi, il y avait une dame qui avait vraiment legit plus de 80 ans et qui était en mode mais je peux monter, je peux utiliser ça. Donc des gens qui ne connaissaient pas encore ce type de service. Trop drôle. Elle était trop chaude, mamie. Est-ce qu'à l'inverse, justement, tu as des gars qui te poussent au vice? Qui te disent vas-y frère, j'ai pas peur, fonce. Ouais. Alors on fait un peu le tour de manège, mais tout en ayant conscience de ses limites. C'est-à-dire que voilà, moi, comme on disait en off tout à l'heure, je vais jamais rouler à 100% de mes capacités à partir du moment où j'ai quelqu'un derrière. Voilà. Je suis père de famille, je veux rentrer chez moi le soir. Et c'est pour ça que t'as pas eu d'accident aussi. Voilà. Oui, encore une fois, c'est une superstition. Je voyais des petits boutons là, on peut régler carrément à l'arrière. Ça, c'est pour les passagers. Donc, à partir du moment où je mets la musique ou la radio, on peut connecter là-dessus. Et peut régler le son, changer de musique. Il y a une autonomie vraiment à l'arrière du conducteur. Quoi. Ouais. Bon, ça, c'est des petites options, mais voilà, qui me paraissent quand même... Trop cool. Voilà, on peut entendre le bruit du moteur. En fait, il faut profiter parce que dans 10 ans, il n'y aura plus de bruit. C'est vrai. Donc, autant profiter tant qu'on en a. C'est un petit bruit de chaton. C'est pas la Tesla, hein. Non, elle fait un beau bruit. Vas-y, envoie un peu là. Quand t'es là, t'es en mode ouais, moi j'ai des grosses. C'est vrai que ça compense. C'est typiquement masculin. Non, c'est très très chouette. Pas que, hein. Moi le bruit de la moto c'est important. Hein. Voilà. Moi je kiffe l'odeur. Je suis désolé, elle était froide. Oh la vache.
Ah, mais c'est très chouette. Qui va monter dessus avec Cyprien d'ailleurs pour tester? Alors peut-être hors émission, hein, mais. Moi, je suis méga chaud. Je suis méga chaud, ne serait-ce que pour l'expérience, dire bah ouais, je sais ce que ça fait, je sais comment c'est de la manipuler. Après, il faut évidemment qu'il soit d'accord. Mais c'est vrai que maintenant que j'ai le droit. mais ouais, très 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 belle moto en tout cas. Et elles sont toutes noires sur les routes parisiennes. Oh, il y a des dorés, non? Ouais, il y a pas beaucoup de choix. Il n'y a pas grand choix en coloris chez Honda, selon les années aussi. Mais là, cette année, je crois qu'il y a la noire et. Il n'y en a pas une Bordeaux. Voilà, c'est un Bordeaux. Donc bon, après, c'est vrai que nous, on cherche la discrétion, la sobriété. Bien sûr. Donc d'office, c'est noir. Enfin, ma première Gold, c'était une blanche, pour le coup. Tiens, je la trouvais belle. Ouais, une blanche et grise. Et c'était sympa parce que du coup, on avait pu faire une émission pour un mariage. Donc j'avais commandé 3 motos avec des collègues pour faire. C'était 4 mariages et une lune de miel, je crois. Émission, d'accord. Ok. Ouais. Donc bon, un peu déçu quand on avait vu l'émission parce qu'on avait vu quelques rushs de ouais, ça a été très remonté. Ouais. Bon, voilà, c'était sympa. On avait passé une après-midi, il faisait beau, on a fait de la moto, on avait transporté les caméramans. Voilà, c'est drôle. Pour le délire, c'est sympa. Cool, c'est sûr. Je suis en train de regarder le chat du coup pour leur demander un peu si vous avez des questions. C'est le moment puisqu'on arrive quasiment au bout de l'émission. Donc s'il y a des choses dont on n'a pas parlé et que vous aimeriez savoir, c'est le moment. 1300. 1800. 1800 cm3, 1,8 litre. Oui. Il y a de quoi envoyer. Comment est-ce que tu fais pour être aussi BG? Tu vois, ça c'est les vraies questions. C'est les vraies questions. C'est vrai, c'est des questions. C'est pour toi, c'est pour toi, c'est vraiment pour toi. Est-ce que tu as déjà roulé sur circuit avec ta Goldwing pour le délire? Alors oui, une fois, pas celle-ci. Mais sur le circuit de Folembray, ouais, j'avais posé les pneus dessus juste pour le délire en fin de session. C'était les pneus, mais pas le genou. Plus compliqué avec une Goldwing. Là, pour ça frotte de partout. Ça frotte de partout. Après, c'est possible avec une Goldwing. Mais... C'est quoi le prix de la course? Alors, ça dépend effectivement de la distance, forcément, mais on est en moyenne. Sur le Paris-Paris, on est aux alentours de 50 €. Après, ça dépend, le week-end, le soir, etc. Pour un trajet aéroport-Paris, est-ce qu'il y a des trajets fixes? Voilà, les forfaits sont fixes en Paris intramuros ou Orly. Orly, par exemple, c'est 70 € et Roissy, 90. Ok. Donc voilà, et puis après, c'est au kilomètre. Et la garantie de ne pas être coincé dans les bouchons, ça c'est un vrai truc. Oui, c'est un vrai truc. Quelqu'un qui demande le poids de la moto si elle se renverse. Si tu tombes, est-ce que tu peux la relever tout seul ou est-ce que vraiment c'est un ça dépend des gens. Des fois, avec la rage, tu la relèves. Ouais. Avec l'adrénaline, ça passe. Ouais, l'ancienne qui était plus lourde, elle est tombée 2-3 fois sur des petites erreurs, des fausses manips ou le pied qui glisse. Tu la relèves, mais elle est lourde. T'es énervé, quoi. Ouais. Et dernière question, du coup, l'interfile, parce que c'est vrai qu'elle est large. Je ne sais pas quelle largeur elle fait exactement, je n'ai pas mesuré, mais... Elle est plus large qu'une moto standard, mais ça passe quand même. Parce qu'on en parlait en off, c'est vrai que moi, j'ai tendance à râler derrière les Goldwing. J'ai une mauvaise image des pilotes de Goldwing, et donc souvent des taxis-motos, pas parce qu'ils conduisent mal, mais parce qu'il y a un peu ce côté, si moi je passe pas, personne passera derrière, j'en ai rien à foutre. Et du coup, toi, tu es derrière, tu dis, mais frère, moi, je passe 10 fois, donc c'est chiant, tu vois, tu me fais perdre du temps. Alors, c'est pas le cas de tous, effectivement. Certains, du coup, laissent passer, ça dépend s'ils sont pressés ou pas. Mais c'est vrai que c'est très large et que des fois, vous n'avez pas forcément la place de passer entre deux rétros. Comment t'abordes ça? Est-ce que tu passes coûte que coûte? Est-ce que les gens se poussent jamais aussi forcé, et est-ce que tu as l'impression que les gens vous laissent passer aussi sur le périph'? Oui, de plus en plus. Ils vous voient quand même. Je veux dire, tu peux pas dire, tu l'as pas vu. Ça fait une bonne quinzaine d'années que je roule sur Paris et j'ai vu quand même l'évolution des gens qui ont beaucoup plus conscience de la remontée de fil en fait. Puis maintenant, ils ont peur pour leur rétro. C'est réglementé, on a le droit. Ouais, bien sûr. C'est pas bien de taper dans les rétros. Non, faut pas. Ça, c'est les mecs impatients comme toi, hein, parce que même quand t'es derrière une Goldwing, ça dure pas longtemps. Hein. Ouais. Ça, c'est vrai. T'es peut-être un peu impatient quand même. Hein. Jamais râler derrière une Goldwing une Harley. Globalement, on essaye tous de favoriser la circulation. Voilà. Surtout quand on est en clientèle, on n'a pas d'intérêt à dire non, je passe pas, vous passez pas non plus. Oui. Voilà, c'est pas le but. Voilà, il va pas faire une manœuvre de je sais pas combien pour laisser passer les autres. Effectivement, il y a des fois c'est compliqué. Voilà, quand on est un tunnel du Landy où c'est surchargé, enfin il n'y a même pas une place pour te mettre sur le côté. Voilà, donc c'est pas toujours évident, mais dans la mesure du possible, et moi personnellement je le fais. Voilà, je sais que je roule moins vite que tout le monde parce que je suis en clientèle. Je vous laisse passer, il n'y a pas de souci. Normal. Très bien, merci beaucoup. Merci à vous. Présenter ta moto et ton métier.
et d'être passé, c'est très cool. Et puis on espère que les nouvelles réglementations aussi en Ile-de-France et Paris intramuros n'impacteront pas aussi ton métier. Normalement, non. En tant que professionnel, même sur les restrictions de circulation, on n'est pas concerné parce qu'on est professionnel. Voilà. Donc, on continue de toucher du bois ou des crânes. Merci beaucoup, Cyprien. Quant à nous, c'est déjà la fin d'émission. Merci d'avoir été si nombreux et si participatifs aussi dans le chat. On retrouve Alison très vite pour ceux qui demandaient Talons et Guidon sur les réseaux sociaux. Talons et Guidon. Bientôt sur Twitch aussi. Et je viens de lancer la chaîne Twitch. Je n'ai pas encore fait d'émission, ça date d'hier, mais je vais commencer dédié 100% à la moto uniquement fin d'année ou début janvier. Donc n'hésitez pas à regarder. Et elle a déjà préparé des jingles, chose que carrément. Je suis au taquet. Les nouveaux arrivants ne font pas. Elle est plus prête que moi. Donc c'est génial. Petit cadeau de Noël, Ride Trippers. Ride Trippers, le jeu 100% moto, jeu de cartes. Voilà. Trop cool. Et c'est chouette. Merci Max, merci Ken qui est resté en plateau. Il est puni. Merci Jumpé également pour sa vidéo avec Simon. Et merci Céline d'Opco Mobilité. On se retrouve déjà la semaine prochaine. On se quitte avec l'émission Allociné. Prenez soin de vous et à très vite.